Épisode numéro 63 de notre incroyable carrière sur WWE. Mais non, pas WWE, mais rien à voir. Sur TEW 2016 avec la ECW en 1999. C'est le dernier mois, décembre 99. L'année 2000 nous tend les bras. J'aurais jamais pensé qu'on irait jusqu'à l'année 2000. Hein, dans cette partie, évidemment. Épisode numéro 63. La série, elle a commencé il y a plus de 4 ans désormais sur cette chaîne. Et on est toujours là. Et en plus de ça, avec cet épisode incroyable, où je le rappelle, Stone Cold Steve Austin a signé un match à 100 pour conserver son championnat de la ECW après avoir battu Sexton Hardcastle dans le main event de November to Remember. Stone Cold Steve Austin règne de terreur. Quelle sera la prochaine étape? Et en plus de ça, vous avez voté après le dernier épisode pour décerner les récompenses de l'année. Meilleur catcheur, meilleure progression, meilleure équipe de l'année, Hall of Famer. Et oui, il y a quelqu'un qui va être introduit Hall of Fame. Ça sera lors de notre dernier pay-per-view, enfin, dernière semaine du mois, le pay-per-view qui sera December to Dismember. Et c'est la dernière carte à jouer pour, évidemment, grimper au niveau des rankings. Et on découvrira, ça sera pour l'épisode numéro 64, le fameux top 500 des meilleurs catcheurs de l'année. Et aussi, voilà, les récompenses individuelles, qui aura quoi, etc. Ça, pour prochain épisode, bien évidemment. Mais on se garde tout ça au chaud, au frais. L'épisode 63 va être vraiment très, très intéressant. On est parti, mon kiki. Avant ça, bien sûr, petit tour sur la size. Même si tout est en nette progression, regardez le Southwest qui est passé à 68. On est solide, hein. Là, le niveau culte, on l'obtiendra, enfin on le dépassera, on passera au niveau national dans au moins 2 mois et 3 semaines. Donc il va falloir compter l'épisode 65, je pense que c'est bon, on revient à ce niveau national. On va perdre, ça va être ce mois-ci je crois, on va perdre Roddy Piper. Ça je vous annonce, Roddy Piper va partir, je ne vais pas le re-signer, même s'il a été très intéressant pour la compagnie, c'est un peu cher, ça fait quand même pas mal de coups en trop. Donc Roddy Piper va être relâché, on verra, peut-être on se donnera un petit peu de temps, ça m'aidera un petit peu à créativement resserrer la vis sur pas mal de trucs. Il part dans 13 jours, donc il va falloir que j'écrive la sortie de Roddy Piper incessamment sous peu. J'ai des petites idées en tête niveau booking, donc ça devrait être bien. Niveau titre également, Bam Bam Bigelow, toujours champion héritage, championnat junior détenu par Dean Malenko. Les championnats trio sont aux mains de l'Excellence of Execution, Bret Hart, Chris Benoit et Lance Storm. Le championnat télé, Kurt Angle. Les champions par équipe, bien évidemment les Hardy Boys, mais attention, Jeff Hardy est blessé. Et le X-Race Tournament, dernier vainqueur, Sexton Hardcastle, et un nouveau tournoi qui commencera à partir du début de l'année 2000. Attention, attention, attention. Hein, le règne de Stone Cold Steve Austin va-t-il être en danger? Pas de temps à perdre. On est parti. Épisode numéro 63. Kairi Sane. La flûte. Premier Hardcore TV de ce mois de décembre 1999. On va commencer dans le pré-show avec Kazayashi. Alors il y a une petite explication que je vais donner tout de suite. Les Lords of Wrestling se sont étendus. C'est-à-dire qu'ils se sont engagés des mercenaires. Il y avait John Zanding qui avait été présenté la dernière fois, donc il n'est plus de Jesus. Kazayashi et Silver King également font désormais partie du crew. Hein, ils interagissent autour du clan. C'est pas des membres principaux du clan. Ted DiBiase, Regal, tout ça. Mais ils se prennent un petit peu des mecs autour d'eux pour leur faire leur besogne, tout ça. Donc les Lords of Wrestling s'étendent un peu, la stable grossit. C'est pas inintéressant si je fais ça, vous comprendrez peut-être dans les semaines, mois à venir. C'est histoire de regrouper un petit peu des gens. J'aime bien les équipes, j'aime bien les clans, vous le savez. Donc Kazayashi, je lui donne du momentum. Il bat Norman Smiley, qui est un peu notre jobber de luxe. Je ne vous apprends rien. Qui sort qu'une note de 57 d'ailleurs quand Kazayashi fait un 74. On est dans la Tri-State pour info, 19 663 personnes. Belle affluence. 68, bif bof, mais on s'en fout, c'est le pré-show. Violent Conduct va battre Work Rate to Dazon. Alors Work Rate to Dazon, ils peuvent plus bosser avec Christian Cage, mais pour autant, ils se font casser la gueule par Violent Conduct qui se relance un peu en équipe. Abyss et Al Snow. Danny Inferno s'est pété le nez d'ailleurs. Pas bonne nouvelle. 86 en revanche, c'est un très bon match de catch. Pas sûr qu'on fasse des 86 dans la carte principale, quoique si, on a quand même
des beaux matchs sur le papier. Oui, Disco Inferno, j'allais dire. Oh l'horreur. Danny Inferno s'est blessé. Juventud Guerrera va battre Sensei Scorpio dans un match du pré-show. Là aussi, ça m'intéresse parce que Guerrera, j'ai envie de lui redonner du momentum pour aller prendre en chaise Dean Malenko pour le championnat Cruiserweight, championnat junior. Voilà, championnat junior, Cruiserweight. Pareil, pareil, bon, Juventud Guerrera, bat Sensei Scorpio, 80, ok, je m'attendais à mieux. En lui redonnant du momentum, je pense que ça peut aller. Allez, on est parti, carte principale, Steve Austin, gros englaçant, bien entendu, l'angle de célébration aux côtés de Paul Heyman suite à cette victoire. November to Remember, Sexter Hardcastle a échoué à cause ou pas de Brian Pillman. C'est un petit peu ce que Sexter Hardcastle met en avant pour sa défense. Pillman se pointe, il y a des tensions qui commencent à grapper entre Sexton et Brian Pillman. Vous vous en doutez, ça fait bien le jeu de Steve Austin. Paul Heyman annonce que Sexter Hardcastle et Pillman devront faire équipe ce soir dans le main event contre les Lord of Wrestling, justement, Lord Alfred Regal et Lord Lemmy Lévesque. Ont-ils pouvoir coexister, hein? C'est la grande question. Qu'est-ce que je devais faire? Un turn gimmick? Il y avait un changement de gimmick? Attendez, je devais faire quelque chose. Oui, Paul Heyman. Paul Heyman, qu'est-ce que je devais faire? Oui, il devient président, c'est vrai, il devient président de la compagnie, voilà. Et average, pas de bol, average, moyen. Oh, Seigneur Dieu! J'avais fini un Steal the Show sur le match. Je pensais pas faire un 99. Christian Cage, nouveau babyface, hein, Christian Cage, va battre Lance Storm dans un match qui me fait une note de 99. Bah, je m'attendais pas autant. Et j'ai pris une bonne claque. Exceptionnel match, Christian Cage bat Lance Storm, malgré une distraction de Chris Benoit pendant le combat. Là, Christian Cage, il sort une perf donc totalement folle. 92, Lance Storm un bon 84. Le match fait buzzer auprès du public, tant mieux. 99 à ce point-là de la carte, c'est quand même très très cool, c'est même immense, j'ai envie de dire. Et après sa victoire, Christian Cage va être confronté par Bret Hart, accompagné de Roddy Piper et de Stephanie McMahon. Et Bret Hart va donner à Christian Cage ce qu'il veut, à savoir un match 1 contre 1 contre lui, contre l'excellence de l'exécution, etc. Voilà. Mais avant ça, Chris Benoit, il va attaquer Christian Cage comme ça, voilà, il partira avec un petit désavantage. Donc Bret Hart, Christian Cage, ça sera pour le main event de XTV, hein, Extreme Zone, cette semaine. Beau main event sur le papier. Ok, 94, bon segment, ça me permettra également de terminer la storyline. Quoi? Deuxième 99 de la soirée! Mais oui, les Dudley Boys contre Cult of EAP, malgré qu'on ait une mention storytelling sur le match, ça cartonne de ouf. 99! Le culte d'Edgar Allan Poe va remporter le match, battre les Dudley Boys. Après, voilà, que Devon Dudley s'est fait décompter à l'extérieur, donc pas une victoire des plus... mais 99 quand même, on s'en fout. Ce qui positionne de ce fait Cult of EAP comme aspirant numéro 1 au championnat par équipe des Hardy Boys. Comme ça, on sort une équipe seule, hein, après la grosse performance de November to Remember. Raven et Tommy Dreamer auront leur chance la semaine prochaine contre Jeff et Matt Hardy. Bah voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? 99, c'est parfait. C'est parfait. Et encore, on a un gros main event qui arrive. Bam Bam Bigelow va se vanter, bien entendu, de sa victoire, de son titre héritage. Il nous présente d'ailleurs sa nouvelle manageuse, Bam Bam Bigelow, parce que lui aussi va s'entourer de personnes, puisque voilà, il y a petite fusion avec le Murder Death Gang, la Bull Gang. Donc, c'est à savoir les Pitbulls, Brian Lee, Tomoaki Honma, tout ça. Association avec Sony pour la suite, pour assurer ses arrières en tant que champion héritage le plus prestigieux de l'histoire. Rey Mysterio s'est bien battu, mais bon, il est absolument pas de son calibre. Et Rob Van Dam vient défier Bam Bam Bigelow, ce qui va conduire à un match entre Rob Van Dam, qui va limite squasher Pitbull Wolf pour s'assurer, tu vois, un bon momentum, une belle position avant d'aller affronter Bam Bam Bigelow. Petit programme, on va dire, voilà, histoire de patienter, petit programme sur un mois où Rob Van Dam va prendre du momentum, aller affronter Bam Bam Bigelow, on verra bien où ça nous mènera. 81, voilà. C'est la spécialité pour Rob Van Dam, hein. Il est toujours un adversaire, voilà, qui grimpe et qui perd à la fin. Le pauvre. Je veux pas spoiler pour autant. Enfin, le main event, et bah seulement 85. Malgré qu'on ait mis, tu vois, le paquet, car crash, 20 minutes, match des gris quand même comme exceptionnel, ok. Bon. Ah ouais, tout Crazy Match in Succession ah, parce que j'ai mis une Wild Brawl juste avant. Ah ouais, les gens, ils étaient trop fous. Ils étaient un peu trop ouf, donc voilà, ça fait qu'un 85. Brian Pillman, Office Game, bon voilà, tant pis pour lui. La storyline avance, perd de la hit, 85. Alors, Brian Pillman et Sexter Hardcastle vont remporter la victoire, sachez-le, malgré
des interventions extérieures, notamment John Zandig, Kazayashi, qui sont venus un petit peu emmerder Hardcastle. Pillman, malgré tout, dans cette situation 2 contre 1, il a réussi à remporter la victoire, a été héroïque. Et c'est surtout l'après-match qui va être intéressant. Donc Steve Austin était à la table des commentateurs. Dans l'après-match, Jenna, elle vient pour interviewer Brian Pillman après cette victoire. Comme quoi vous avez quand même réussi à coexister, etc. Et c'est que sur Hardcastle, en fait, il est un peu dégoûté parce que Pillman, t'as l'impression qu'il s'accapare le mérite alors que il a fait partie du truc. Donc les mecs commencent à se tamponner. Steve Austin, on le voit, il se lève à la table des commentateurs, il observe ça parce qu'il voit un petit peu sa compétition se foutre sur la gueule. Et dans l'échafourée, en fait, Pillman, tu vois, il va pousser Sexo Hardcastle qui va bousculer Jenna Jameson, et en la bousculant, il lui met un coup de coude sans faire exprès, et elle pisse le sang, et du sang partout, ils l'ont blessé sans faire exprès. Donc les mecs se sentent cons, Austin il est écroulé, il y a beaucoup d'attention autour de Jenna, parce que bon, Jenna quand même, on n'attaque pas notre intervieweuse. Et puis 99, gros segment de ce fait, il y a gros bordel, Sexo Hardcastle et Pillman, ils se regardent, ils sont un petit peu confus de ce qui vient de se passer, et les tensions sont absolument pas réglées. 99, voilà, let's go. Vous doutez bien que Austin, ça l'amuse, de voir Pillman, Sexo Hardcastle commencer à se prendre la tête, et que ça ait des conséquences douloureuses autour d'eux. Ok, 91, très bon show. Main event de ce fait décevant, parce que, on a mis trop de paquets sur trop de trucs. J'aurais pas dû mettre une one brawl entre Rob Van Dam et Pitbull, j'aurais dû laisser un match classique, c'était une grosse erreur de ma part. Ok. Erreur à ne pas reproduire, bien entendu, je la note avec toutes les erreurs que j'ai déjà commises dans ce jeu depuis le début. On devrait faire un bon rating là-dessus. 2 matchs quand même à 99, ça c'est pas mal. 29.18, c'est notre référence pour ce mois-ci. Danny Inferno blessé, ok, j'irai voir. Et Jun Kasai arrive en fin de contrat, alors Jun Kasai il faut re-signer. Jun Kasai, il n'y a pas de... Non, on re-signe Jun Kasai, bien évidemment. Jun Kasai, hardcore 88, il est en territoire de développement, bien évidemment, ça va devenir une légende du hardcore. Ça re-signe sans problème, voilà. Ça re-signe, ça demande pas cher, ça demande même pas à être augmenté, c'est ouf. 29-18, je vais aller voir quand même la nature de la blessure de monsieur Danny Inferno. 6 jours, bon 6 jours ça va. Jeff Hardy par contre, ouais, blessé pendant 2 mois, 1 semaine, ça va être compliqué pour la suite. Let's go, on est parti. Extreme Zone, Bret Hart contre Christian Cage, ah là là. Extreme Zone Mid-Atlantic, DC Verizon Center, 18 277 personnes. On commence dans le pré-show avec un Fatal 4-Way pour la déconne. Et ouais, un 4-Way dance. Sensei El Gorbio, Landstorm, Six-Pack, Toshiaki Kawada, match remporté par Toshiaki Kawada. Voilà. Et là, on a du bon catch. 87, très bon rating. Tout le monde est à plus de 80, même Six-Pack fait de bonnes perfs à plus de 80. Enfin, à 80 piles. Ça me va très bien. Kawada fait la meilleure perf, 83 en même temps que Landstorm. C'est bien. C'est bien, même, c'est très bien, c'est un bon four-way, bah dis donc. Bah voilà, bah ça plaît. Cactus Jack, petit match comme ça pour la décolle, il bat Chavo Guerrero, et bah c'est pas terrible. Et ouais, 78, quand Cactus Jack fait un 96. Match court en même temps, j'ai mis un match court, j'aurais dû mettre un match un peu plus long. My bad. Et on fallait Lord of Wrestling pour battre les Joshi Legends, là aussi ça me fait 86, c'est très très correct. Alors Régal performance de 91, ça c'est très très bon. Kudo Toyota un peu plus à la traîne. Ça climate pas forcément très très bien encore, hein, les Joshi Legends. Mais Lord of Wrestling, ils ont fait le taf. 86, let's go. La carte principale, on va commencer tout de suite avec un angle. Bien entendu dans le ring avec Raven, Tommy Dreamer, toute sa clique. Voilà, tous les membres du Cult of EAP sont présents. Ça trash talk les Hardy Boys qui vont se pointer avec Kimona. Et ils se font prendre en embuscade et ils se font martyriser la gueule, même Kimona qui passe à travers une table, etc. Gros angle pour mettre encore une fois EAP en avant la semaine prochaine. Raven, Tommy Dreamer contre Jeff et Matt Hardy pour les championnats par équipe, bien sûr. Locura Mortal vont battre Dean Malenko et Jerry Lynn, ça me fait qu'un 76. Bon, ok, moyen. Victoire de Locura Mortal, Juventud Guerrera qui continue de prendre du momentum et qui bat Jerry Lynn. Pas tout de suite le champion, faut pas déconner non plus, mais ça le positionne pour aller chercher une place pour le titre de Dean Malenko. Ok, on a 76, c'est pas tip top, mais ça lance les hostilités. Bon, soit. 3 contre 3, là c'est du storytelling pur, c'est juste pour établir la rivalité entre Rob Van Dam et Bam Bam Bigelow. Rob Van Dam qui a été chercher Rey Mysterio et Super Crazy pour s'allier à lui. Baba Bigelow avec les Pitbulls, et victoire des Babyface, ECW Generation en 15 minutes 08, Rob Van Dam bat Pitbull Wolf à nouveau, Van Terminator. Bon match, 88, ça c'est beau, c'est propre, c'est pas mal. Je rappelle que le main event c'est Christian Cage contre Bret Hart, et j'ai foutu ça en cage. Hein. Allez hop, on a sorti la cellule, on termine bien la storyline. On a un gros angle derrière, très très gros angle avec Steve Austin, Paul Heyman qui sont bien ravis de nous annoncer la suspension
de Brian Pillman et de Sexton Castle qui se mangent une semaine de suspension pour comportement violent envers une femme. Alors je sais pas ce qu'ils diront par rapport au Cult of VIP juste avant, mais bref, ça les arrange. Une semaine de suspension, ils donnent des nouvelles de Jenna, hein, voilà, en disant, bah, ils se foutent de sa gueule parce que, voilà, elle a un masque sur le visage et tout, parce qu'elle protège son nez qui est cassé, voilà, cassé le nez. Et Kurt Angle, qui est pas du tout ravi, le champion de la télé, qui se pointe à ce moment-là, qui dit à Austin que c'est pas vraiment un comportement à avoir, qu'il doit se comporter comme un champion, avoir une attitude de champion, comme lui a une attitude de champion, il défile là ce soir à un match 1 contre 1, aucun titre en jeu. Steve Austin il recule pas devant le challenge, on est parti, un dream match hein, sur le papier. Austin, Kurt Angle, let's go. 84. Ok, match décrit comme exceptionnel, Austin bat Kurt Angle avec un roll-up, oui. Histoire de Kurt Angle, il a donné du fil à retordre. 96 pour la note d'Austin, 86 pour Kurt Angle. Que dit le Dirt Sheet? C'est parce qu'il n'y a pas de storyline hot associée? Je pense que c'est pour ça. À tous les coups, ils m'ont fait un truc du genre, pas de storyline assez hot associée. Ah, la stamina d'Austin, elle pénalise un peu. Inconsistance pour Angle. Match court. Bon, 16 minutes 39, les mecs, soyez sympas. Et pas de storyline hot associée. Bon, après, c'était mon but. Hein, je voulais pas trop impliquer d'autres personnes de la storyline, évidemment, comme Pillman et Sexton Castle ne sont pas là. Je pensais que ça allait être un bon match sur le papier, que j'allais avoir une grosse note, et puis basta. 84, désolé. Bret Hart. Il veut assurer ses arrières pour le combat à venir contre Christian Cage. Donc il demande bien entendu à Roddy Piper, Stephanie McMahon d'être dans les parages au cas où ça se passerait mal. Et bien justement, dans ce match qui me fait qu'une note de 83 pour le main event. Oh, décevant, Sturi. Match quand même décrit comme exceptionnel, mais Bret Hart ne fait qu'un 64 évidemment, parce qu'il fatigue trop vite. Bah oui, fallait que je termine contre Bret Hart. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Christian Cage va remporter le match. Bien sûr, il bat Bret Hart par soumission. On a eu une intervention de Piper qui n'a pas fonctionné dans le combat, ce qui a conduit justement à la perte de Bret Hart. Mais Disco Inferno, putain, j'en peux plus. Danny Inferno et Steve Corino, ils sont venus pendant le match distraire Bret Hart pour aider leurs potes avec qui ils peuvent plus faire équipe malheureusement, tu vois, histoire de bien terminer le programme. 83, bif bof, gros bif bof même. On termine ce show de manière bon. Bret Hart doit être booké de manière plus intelligente, plus battre dans des matchs plus courts, évidemment. Ouais, bah, j'ai voulu tenter. Bret Hart, le problème Bret Hart. On va se contenter à faire des 3 contre 3 désormais. Bon, Christian Cage maintenant sort du programme et sort avec une grosse victoire sur Bret Hart, donc ça c'est important. 86, on gagne quand même de la popularité dans pas mal de régions, mais décevant quand même, même au vu même des superstars impliqués, c'est quand même globalement assez décevant. Bon, tant pis, on n'ira pas faire un 29 de rating, hein, vu comme c'est. Osamu Kido, il s'est retiré, très bien. Bon, bah il a arrêté. 28-47. Oh. Signature. Ah oui, je dois pas la montrer. J'ai une signature qui arrive, je sais pas. C'est pas non plus un truc important. Ok. Semaine numéro 2. On va révéler sur cette semaine numéro 2 deux résultats des Awards, à savoir la progression de l'année et l'équipe de l'année. A tout de suite. Deuxième semaine, Hardcore TV. Et on est de retour, encore une fois, dans la Tri-State. Hein, NJ Izot Center, le New Jersey. Bah, tout simplement pour capitaliser, faire un petit peu d'argent et capitaliser également sur les popularités excellentes de beaucoup de catcheurs dans cette région. Vous vous en doutez. Takeshi Morishima, il voulait plus rester en territoire de développement, je l'ai repris pour jobber. Bah, il va jobber contre Dean Malenko qui reprend du momentum. 77, parce que Morishima, malheureusement, ça fait qu'à 37. En 99, c'est pas encore le Morishima hein, qui arrivera quelques années plus tard. Excellent catcheur que je vous invite bien évidemment à découvrir du côté de Pro Wrestling Noah. Qui a sévi vraiment, qui a fait des dingueries, surtout à la fin des années 2000, où c'était vraiment exceptionnel. Bon là, il est là pour perdre, hein, voilà, contre un Dean Malenko qui le tabasse dans ce match. 77, let's go. Ah oui, Morishima change de gimmick, c'est vrai. Morishima change de gimmick parce que la machine, ça allait pas. C'est un Young Lion désormais, tout simplement. Le Young Lion, et ben c'est below average, ça sera toujours mieux que ce qu'il avait avant. Les Dudley Boys contre Psychodelico Junior et Cybernetico, 90. Parce que les Dudley Boys, c'est les meilleurs en équipe, tout simplement. 90, voilà, victoire, bien entendu, des Dudley Boys. Cactus Jack contre Jun Kasai, on a fait le match en match hardcore. Alors Kasai fait un 31, parce que la popularité, c'est le néant, bien entendu, dans la Tri-State. Cactus Jack l'a défoncé, 78, pas le driver, match hardcore. Bon, voilà, on était dans les bonnes dispositions. D'ailleurs, Cactus Jack fait une note de 98 parce qu'il est vraiment dans son élément.
KCI 31, il gagnera en popularité, je pense, avec le temps, parce que je pense pas qu'il soit mauvais, hein, tu vois, si on l'utilise vraiment sur ses forces, à savoir le hardcore, où il a 88 en note, il peut devenir intéressant par la suite. Donc on le prépare, on le présente au public, il sera le Enhancement Talent pendant ces quelques mois à venir, je pense. Juventud Guerrera contre Rey Mysterio Junior, qui me fait qu'un 82, je suis un peu déçu, pour terminer le pré-show. C'est victoire de Juventud Guerrera avec une intervention de Psychosis, pardon, et il gagne avec l'avantage des cordes. Voilà, les cordes, l'arbitre l'a pas vu, on continue de builder le momentum pour Juventud Guerrera, 82 ça va. C'est le moment de passer aux Awards pour les 2 premières récompenses à accorder cette semaine, puisqu'il y aura un angle qui va en découler. Et les amis, vous allez pouvoir découvrir que Jeff et Matt Hardy sont l'équipe de l'année devant les Dudley Boys. Ils ont récupéré 43,8% des suffrages, c'est les actuels champions par équipe, ils défendent ce soir leur titre. Les Dudley Boys sont beaucoup plus loin derrière à 27%, Jericho et Benoit 20%, Austin et Pillman 14,3%, beaucoup moins d'amour pour Terry Funk, Mick Foley, alors Raven, Tommy Dreamer, pas du tout. Steve Corino et Danny Inferno qui récupèrent quand même 1,4% des voix, et Kawada, Bitsuo, Rubizawa qui ont eu un petit run de champion, 1,8%. Et la progression de l'année, vous le voyez, ça s'est bataillé très très fort entre Jeff Hardy et Lord Alfred Lugal, et Jeff Hardy, double récompense pour lui, puisqu'il est considéré comme la plus grosse progression de l'année. Parmi vos votes, vous avez été un peu plus de 500 à voter. Et Kurt Angle arrive beaucoup plus loin derrière. Après, ça se bataille entre Jericho, qui a eu aussi de belle année, même s'il nous a quittés. Alors, Jericho, pour info, il rejoint la compagnie Eurostar. Il prend part à une tournée européenne, donc il n'est pas signé par une grosse ligue. Rey Mysterio, Al Snow est beaucoup plus loin. Toshiaki Kawada, aucun vote, le pauvre. Malgré que ça monte un peu. Et Chavo Guerrero Jr., pas top non plus. Voilà. C'était pour les prochains votes la semaine prochaine. Jobber de l'année et l'introduit au Hall of Fame. On découvrira qui sera introduit au Hall of Fame pour eux la semaine prochaine. Revenons au jeu, et justement Jeff Hardy va recevoir des récompenses. Bah voilà, dans un énorme angle qui me fait une note de 100, où Paul Heyman est là pour remettre les premiers prix, et c'est Matt Hardy qui récupère l'équipe de l'année, qui récupère également la couronne de catcheur de progression de l'année pour Jeff Hardy. Alors Kimona arrive, elle a une Minerve, alors les mecs ont un petit peu les assauts, tu vois, de Raven et de Tommy Dreamer, de la semaine passée, ils s'affrontent dans le main event, et cette victoire, cette double récompense ne plaît pas du tout à Lord Alfred Regal, Lord Lemmy Lévesque et Ted DiBiase qui se pointent. Regal est outré de voir que Jeff Hardy est la progression de l'année, alors qu'il a détenu le championnat héritage que une journée, à peine, enfin 2 jours, ça s'est passé très très vite. Et aussi, Regal rappelle aussi un truc, c'est que Jeff Hardy est une fraude, est un loser, parce qu'il a tout simplement échoué dans le X-Race Tournament. Il rappelle plein de trucs, et Regal est totalement outré d'un autre truc, c'est que lui et Lord Lemmy Lévesque devraient avoir cette opportunité pour battre Jeff et Matt Hardy, se prétendent être une meilleure équipe qu'eux. Et étant donné que ça a bien fait les affaires de Paul Heyman, ils sont un peu à l'origine de la dissension, vu qu'ils étaient impliqués dans le combat entre... le match par équipe, enfin la dissension entre Sex Hard Castle et Brian Pillman, ils réclament à Paul Heyman une opportunité au titre. Alors bien entendu, Ted DiBiase, bon avocat, et Paul Heyman, le mec pas farouche, il fait ok, ce soir, au lieu d'avoir un match par équipe, 2 contre 2, Jeff et Matt Hardy contre Cult of VIP, ça devient donc un triple threat tag team match pour les championnats par équipe. Ah ouais. Ah bon, Matt Hardy pas très bon apparemment pour improviser, Regal également, parce que c'est vrai que je les ai tous décochés, Regal pas très bon en impro, Ted DiBiase bien évidemment, lui ça va, Jeff Hardy très bon en impro également, ok, bon le segment fait un 100, après on a des petites annotations, mais globalement ça a plutôt bien pris, donc ce soir, dans le main event, triple threat pour les championnats par équipe. C'était une manière également de protéger Jeff Hardy, je le rappelle, qui est blessé, je pense qu'à juste un match tag, on n'aurait pas... Voilà, on aurait pris un peu cher sur la note globale. Surtout que je termine après la storyline là, donc il va falloir bien s'établir. Toshiaki Kawada va battre Al Snow. T'es pas content de perdre le match, mais bon. Kawada, j'avais besoin qu'il prenne du momentum. Il me fait une ring performance de 82, seulement 80 pour Al Snow, et ça me fait qu'un 77. Un peu décevant. Kurt Angle était à la table des commentateurs pour ce combat, puisque Kawada va devenir l'aspirant numéro 1 au championnat télé. Et justement, il y a eu un segment où Kurt Angle et Toshiaki Kawada se sont serrés la main avant leur prochain affrontement. Et Six-Pack est arrivé. Et Six-Pack a dit à Kurt Angle, mec, toi aussi t'es une fraude en tant que champion de télé.
T'as perdu la semaine dernière contre Steve Austin. Tu prétends être un grand champion vaillant, etc. Mais quand on regarde un petit peu ton bilan, entre tes défaites et tes victoires, il y a quand même beaucoup plus de défaites que de victoires. Donc, cœur ta gueule, est-ce que tu mérites vraiment ce titre? Sixpack, il essaye de s'intégrer dans le truc. Et justement, il va pouvoir s'illustrer parce que match par équipe derrière. Sixpack et Bam Bam Bigelow contre Rob Van Dam et Kurt Angle. On croise un peu les programmes. Ça me fait une note de 82, ce qui est correct. Kurt Angle et Rob Van Dam ne fonctionnent pas en équipe. Ah bon? Et Bam Bam Bigelow et Sixpack montrent une excellente chimie entre eux. Ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Bam Bam Bigelow, Sixpack, bonne équipe. Ah ouais. Ah bon. Eh ben ça me plaît de savoir ça. Et ben victoire de Bam Bam Bigelow sur Kurt Angle de ce fait, ce qui prouvera un point supplémentaire pour Sixpack après une intervention de Sonny en faveur de Bam Bam Bigelow. Victoire des heels et les programmes se poursuivent. Ça m'intéresse qu'il soit bon en équipe. Il y a une sit-down interview, voilà, assise, préenregistrée, avec Rick Rude et Brian Pillman, Sexy Hardcastle qui purgent toujours leur suspension, et Jenna, donc Jenna qui porte voilà, un masque sur le visage parce que voilà, elle a le nez cassé, ça va pas. Rick Rude qui essaye de calmer un petit peu les tensions, de savoir exactement de Jenna si elle en veut à Sexy Hardcastle. Alors Jenna, elle a réfléchi longtemps à porter plainte contre Sexy Hardcastle pour cette agression. Maintenant, elle s'est bien rendu compte que le truc était accidentel. Sexy Hardcastle, il se fait tout petit. Pillman, il s'énerve un peu parce que Sexy Hardcastle, voilà, il sait pas se contrôler. Et tout ça, la raison derrière, bien évidemment, c'est Austin. Malheureusement, l'interview, elle reste assez vague, assez floue sur la situation. Sexy Hardcastle et Pillman sont en froid de ce fait. Et Pillman demande à avoir sa chance contre Steve Austin. Sexy Hardcastle lui demande sa revanche parce que Pillman lui a pris. Il va falloir des coups de tout ça, évidemment. Vous doutez qu'on arrivera à un triple threat pour le pay-per-view. C'était histoire de faire un bon segment. Voilà, 99, ça passe. Bret Hart qui veut reprendre du momentum affronte Sensei Scorpio. Et bah Bret Hart va perdre contre Sensei Scorpio dans un match qui me fait une note de 82 en 11 minutes. Suite à encore une fois une intervention loupée de Roddy Piper. Et oui. Alors Bret Hart il n'était pas content de perdre le match contre Sensei Scorpio, mais en même temps Bret Hart il est dans cette losing streak où il perd la confiance. Roddy Piper ça fait 2 fois qu'il lui coûte une victoire. Sensei Scorpio il est tout ravi d'avoir remporté son match. Derrière il y a un gros angle puisque bien évidemment Sensei Scorpio, Sensei Gilbert, Perry Saturn, ils vont se positionner pour essayer d'aller chercher les championnats trio, bien sûr. Et Bret Hart, il est furieux, furax de ouf envers Roddy Piper. Et Stephanie McMahon, elle explique qu'elle a parlé avec Paul Heyman et que c'est terminé. Piper est virée de la compagnie et Stephanie McMahon prend en charge Extreme Zone. Voilà, c'était pour moi écrire la sortie de Roddy Piper qui se fait casser la gueule de ce fait par Bret Hart. Voilà. On en reste là. 86. Alors Roddy Piper, pourquoi je le re-signe pas également? C'est parce qu'il me cassait également mes Honor Goals si je le re-signais, donc impossible pour moi de lui reproposer un nouveau contrat dans la compagnie. Roddy Piper s'en va après ça et on composera 100. Alors après il a été très très bon au micro notamment, ça a été une bonne main, c'était un bon retour, voilà, Excellence of Execution ça l'a un peu relancé. Mais voilà, c'est le moment d'envoyer un petit peu Stephanie McMahon avec un nouveau rôle d'autorité important, et c'est elle qui sera en contrôle du show Extreme Zone désormais. Le main event me fait une excellente note de 99. Bon, je m'en doutais. On termine là ici la storyline. Jeff Hardy a encore pris un bump de taré à la fin du match pour perdre les championnats par équipe puisque les Lords of Wrestling vont battre les Hardy Boys et Cult of VIP en 20 minutes 26. Ben, ça veut dire qu'on a des nouveaux champions par équipe. Et oui, Regal et l'évêque, les champions par équipe. Ah, ben ça fera pas les affaires de Raven et de Tommy Dreamer qui étaient positionnés. Alors eux, ils se sont bien fait voler sur le coup, malgré que les attaques extérieures, bien entendu, il y en a eu, venaient de Stevie Richards et de Billy Kidman pour attaquer Matt Hardy. Ça n'a pas été suffisant. Des nouveaux champions par équipe. On relance totalement la dynamique. Jeff Hardy, je vais lui donner un peu de temps pour se reposer après tout ce qui s'est bouffé. Matt Hardy, je vais voir comment je le construis à côté de ça un peu en solo. Les notes, les Y performances, elles sont superbes. Bon, Jeff Hardy un peu en dessous, 88. Mais derrière, tout le reste est très très bon. La storyline se termine 99. On fait un excellent match pour conclure ce show qui fait une note de 94. Donc ça va. Ah, on a mis un bon main event. On a bien régalé, même au niveau des angles et tout ça. C'était très très cool. 94, pas mal. Pas mal du tout. Bon, Jeff Hardy, oui, c'est normal. Il fallait que je prenne une porte de sortie, il fallait que je leur retire les titres parce que 2 mois de Jeff Hardy blessé, ça va être compliqué pour écrire la suite. On démarre quelque chose de nouveau avec Regal et l'évêque, ça permettra de faire des nouvelles combinaisons en équipe, ça peut être intéressant. Notamment, pourquoi pas un programme contre les Dudley Boys, hein, qui sont chauds patates. Dudley Boys contre Lord Lemmy l'évêque, Lord Alfred Regal, ça peut être chouette. Et voir comment je repositionne Raven dans tout ça. Mais j'ai déjà une idée, hein. Pour Raven, il y a un programme un peu qui se dessine, qui va se mettre en place pour les semaines à venir, ça m'intéresse.
Major Moralzicius pour Al Snow. Ah voilà, qui a perdu. Alors Major Moralzicius directement pour Al Snow. Hein. Le mec, what quoi. Très très déçu de sa défaite contre... alors Happy at his recent booking, mais furious of a booking of a match. Donnons-lui un bonus. Alors 26 000, on va lui donner 30 000 balles. Parce que là on est quand même sur un problème majeur, donc 30 000 balles, on va voir qu'est-ce qui se passe, il est à nouveau content, c'est bon, on ne fera pas d'incident, il va pas décider de nous quitter. Voilà, Bret Hart, lui, il a accepté son job, hein, c'était bien, c'était bien. Si Codelico ne connecte pas avec les fans selon Raven, alors justement, je dois re-signer si Codelico, 29.51, excellent TB rating, qui est vraiment désormais la grosse référence. Et bon non, si Codelico, je vais le re-signer, parce qu'en équipe, là, avec Cybernetico, ça va, quoi. C'est pas non plus, c'est pas exceptionnel, mais ça passe, quoi. Ça passe, ça me coûte pas cher en plus, 3500 $, let's go, hein. Let's go, hein, voilà, ça reste quand même une bonne main. En bas de la carte, là, on est bien. On est bien. Voilà. Et ben j'avance. Et ben on avance. Extreme Zone. Désormais, Stephanie McMahon est en charge. On verra comment elle se comporte. Extreme Zone et les débuts de Stephanie McMahon en tant que nouvelle responsable du show. On va démarrer directement dans le pré-show avec les Hardcore Legends qui vont battre Minoru Fujita et Takeshi Morishima. Retour au ring pour Terry Funk, qui revient également d'une période de prêt du côté de Shinyon Puresu. Terry Funk et Cactus Jack, excellente note, hein, 99 et 92, qui me fait un 81 au global. Morishima fait un 44 solide, enfin solide, plus solide que la précédente performance. Minoru Fujita 66, ok, ça me va, ok c'est correct, ok c'est good. Bon, victoire quand même des babyface, faut pas déconner. Segment suivant, Perry Saturn, enfin match suivant, Perry Saturn va battre Brian Lee en 15 minutes 01. Du momentum pour Perry Saturn, c'est important parce qu'on est en train de hisser les Scorpio, les Karatech2 et compagnie Kara Incorporated vers les championnats trio. Donc petit momentum. John Zandig, Steve Corino et la Parka dans un triple threat. Victoire de Zandig, voilà, avec un 77. Jesus. Bien sûr, besoin de momentum, là aussi. Ce qui me fait un match décent, 77, ça va, pour du bas de carte, c'est correct. Et enfin, dernier match du pré-show, il y en a eu 4. Et oui, encore une fois, il y en a eu 4. Victoire de Rob Van Dam sur Tomoaki Honma, 9 minutes 45. Split let Moonsault pour remporter la victoire, 88 pour la note de Rob Van Dam. C'est correct, ça me va. La carte principale, on est parti. Stephanie McMahon, ça y est, elle est en charge. Et Stephanie McMahon, déjà, abuse de son pouvoir. Oh! D'ailleurs, apparemment, ça va, elle se débrouille bien. Alors merde, j'ai laissé Roddy Piper manager Bret Hart, donc il est plus là, Roddy Piper. Ça dégage, ça partira tout seul. Stephanie McMahon, elle profite, elle abuse de son pouvoir, donc et elle profite également d'être libre au micro pour bien performer, donc ça c'est plutôt cool. Elle annonce déjà, première décision, que Bret Hart, qui a été injustement volé ces 2 dernières rencontres, obtient une opportunité au championnat de télé de Kurt Angle dans un Fatal 4-Way qui aura juste après avec 2 autres personnes. Toshiaki Kawada qui était officiellement challenger, Six-Pack parce qu'il avait ouvert sa gueule, et de ce fait il y a Fatal 4-Way, Bret Hart se retrouve dedans. Alors Kurt Angle, il n'est pas forcément ravi de la décision, mais il dit ok, si on joue avec ces nouvelles règles et que ça devient un environnement hostile, il est prêt à se battre même dans un environnement hostile. Et on est parti, Fatal 4-Way pour le championnat de télé, qui me fait une excellente note de 91, et ça je suis particulièrement ravi. Bret Hart avec du monde, tu vois, c'est bien. Des multi-man matchs avec Bret Hart, c'est quand même mieux. Match décrit comme exceptionnel, et bah Bret Hart va devenir le nouveau champion de la télévision. Et oui, Kurt Angle n'a pas pris le pin, c'est Six-Pack qui a pris le pin. Bret Hart remporte le match après le sharpshooter et devient champion télé. Et oui, l'abus de pouvoir, ça débute déjà, et ça ne plaît pas du tout à qui? À monsieur Paul Heyman, qui va voir Stephanie McMahon backstage, il fait alors c'est comme ça, hein, voilà. Prenez vos nouvelles positions, madame la présidente, et vous abusez déjà pour mettre Bret Hart dans des matchs de championnat où il n'était pas censé normalement se retrouver. Alors Bret Hart, en plus de ça, double champion désormais à la ECW. Stephanie McMahon, elle rappelle à Paul Heyman que l'arrivée de Steve Austin à la tête de la hiérarchie pour le championnat du monde, si c'est pas de l'abus de pouvoir, elle sait pas trop ce que c'est. Donc en fait, les deux se tiennent un petit peu en joue. Paul Heyman, il menace Stephanie McMahon de se fait donner une opportunité au titre trio à Perry Saturn, Sensei Scorpio et Sensei Gilbert à Hardcore TV. Stephanie McMahon, elle dit ok, si vous faites ça, monsieur Heyman, sachez qu'il y aura des répercussions sur mon propre show à Extreme Zone. Donc c'est bien, on est en train d'installer, tu vois, un peu de bordel entre tout le monde, et ça me fait une note de 82, ce qui est correct, ce qui est décent, ça va. Du segment, ça mange pas de pain. Dean Malenko et les Dudley Boys vont battre Chavo Guerrero et Locura Mortal. Alors,
82, ok, c'est match storytelling, je m'attendais à un petit peu mieux. On donne un petit peu, voilà, une petite victoire à Dean Malenko dans le programme face à Juventud Guerrera pour que son momentum reste quand même correct. Juventud Guerrera, c'est pas grave, il se reconstruira, il n'y a pas de souci. C'est pas lui qui prend le pin. On a vu des gros échanges entre Malenko et Juventud, c'est ce qui nous importait. 82, let's go. Pareil, petit match comme ça, storytelling qui me fait pas une bonne note, mais Karatech 2 va battre Chris Benoit et Lance Storm. Et oui, ils se positionnent les mecs pour les championnats trio, et voilà. Et donc Lance Storm a pris le pin de Sensei Gilbert, ça me fait qu'un 77 parce qu'encore une fois il y a du holding back parce que ça match storytelling. Benoît était au-dessus de tout le monde hein, en termes de win-rate performance, 92 c'est là aussi précisé. Gilbert Scorpio, ouais, off his game les deux. Dommage. Bon on avance, on fait avancer un petit peu la storyline avec ce segment, ok. On enchaîne, c'est le main event et c'est pas un bon main event. Raven contre Matt Hardy me fait qu'une note de 77. Un peu décevant parce que je voulais profiter un petit peu de cette situation où c'était un peu le flou entre les Hardy Boys, Cult of VIP, Jeff Hardy est blessé, Matt Hardy Raven, je pensais qu'on allait avoir vraiment un très très bon truc. Matt Hardy va battre Raven, sachez-le, grâce à l'intervention de Christian Cage. Et oui, qui est à la table des commentateurs. Christian Cage est venu se mêler de la fête. Parce que voilà, pas forcément ravi de voir Raven aidé par Toby Dreamer de cette manière, ce qui me permettra d'aborder un programme entre Christian et Raven Toby Dreamer. Les notes individuelles, elles sont super bonnes, mais on s'est fait niquer. Alors après, j'ai dû mettre un Keep Strong sur Raven, parce que sinon il refusait de perdre. C'est peut-être ce qui a un petit peu pénalisé le truc. Alors pas de hot storyline, parce que justement le programme arrive là. Est-ce que j'aurais dû faire battre Raven par Matt Hardy et faire un angle d'attaque après match? Alors ça compliquait un petit peu les choses par rapport à la taille du show. C'est merdé, c'est un 77 que j'assume pleinement, même si pour Matt Hardy, ça fait une très très importante victoire sur un ancien champion du monde, ce qui est pas banal pour lui. Enfin, c'est pas le main event, mais on va finir avec un gros angle qui me fait une note de 92, je m'attendais peut-être à mieux. C'est les explications, Sexo at Castle, Pillman, Jenna, Steve Austin, ça va commencer dans le ring avec Steve Austin et Jenna, qui va s'excuser au nom de la ECW en tant que champion du monde. Le comportement de Sexo at Castle, l'interview de la semaine dernière, c'est honteux. Il sait qu'ils sont de retour et qu'ils ont des vues sur son titre, mais il essaye en fait d'avoir un peu de Jenna dans sa poche en disant qu'elle est une victime et qu'elle devrait aller amener sa plainte jusqu'au bout. Brian Pillman arrive et Pillman il est dégoûté de voir à quel point Austin est devenu véreux et la manière dont il abuse justement de cette position et de cette relation avec Paul Heyman qui l'a amené au sommet. Pillman il est dégoûté. Il aimerait casser la gueule de Steve Austin, là, maintenant, tout de suite, pour limite le remettre dans le droit chemin et le remettre à sa place. Sexo at Castle, il arrive, il réfléchit même pas, c'est directement Spear sur Pillman. Voilà, donc Austin, il fuit un peu le ring, il voit les deux mecs se battre, il fait style, il protège Jenna et tout, en lui disant, regarde bien la situation, ces mecs-là sont incontrôlables, etc., ils pourraient te blesser. Et Lord Alfred Wigal, Lord Lemmy Levesque, John Zandig et Kazuyashi, grosse embuscade. Donc apparemment, Austin commandite un peu le truc. Grosse embuscade des Lord of Wrestling qui viennent tous en board attaquer Hardcastle et Pillman. Et de ce fait, Austin reste le plus fort dans le ring sans s'être impliqué une seule fois physiquement, 92. Le segment est cool, Kazuyashi avait l'air perdu dans le truc. Voilà. Bon, après, on essaye un petit peu de les mettre un peu plus haut, ces mecs-là. Hayashi, Zandig, parce qu'ils sont dans le clan de Régal. Bon, ok, soit. 92, ça reste quand même, cela dit, correct. Ça rattrape un peu chaud, qui me fait qu'à 82. Hein. Le main event, il a vraiment fait merder le truc. Matt Hardy Raven, dommage. 82, bon. Dans d'autres dispositions, je suis sûr que Matt Hardy et Raven, on peut sortir un 95 easy. Hein. C'est juste que, voilà, c'était pas le bon plan, pour le coup. On fera peut-être une revanche, parce que j'aime pas rester comme ça sur un échec. Hein. Je suis sûr, Matt Hardy Raven, un V1, ça peut être super. Brian Lee ne connecte pas avec les fans, selon Lord Lemmy Levesque, qui donne son petit avis désormais. Brian Lee ne connecte pas avec les fans, selon Christian Cage, là aussi. Extreme Zone 28.86, un peu mieux. Et là, Parka a besoin de souffler. Bon, il a fait qu'un triple threat dans le pré-show, c'est pas... Ça va, c'est pas non plus la mort, quoi. Roddy Piper quitte la compagnie demain, donc voilà, j'avance, et Roddy Piper nous a quittés. C'est comme ça. Allez, 3e semaine, on reste fort. Mais what the fuck? Petite interruption dans le passage à la semaine suivante, à la 3e semaine de ce mois de booking, épisode numéro 63, Starrcade 1999, le plus gros show de WCW, a vu le couronnement de Hulk Hogan en tant que champion du monde. Il a déjà battu Hayabusa. Voilà, Hayabusa, un règne court. On est triste en tant que fan de la ECW, de Hayabusa qui a été signé là-bas. Un run court, voilà, Hulk Hogan dans un match qui a été noté quand même
99. Bon, Hogan, là, qu'est-ce qui se passe là? Hogan est de retour et c'est le show des changements de titre hein, du côté de WCW. Donc ils ont perdu le Big Boss Man hein, qui est parti à la WWF, je le rappelle. Kurt Hennig, encore un ancien de la ECW qui a battu Goldberg pour le championnat des États-Unis. Et oui, Goldberg n'est plus champion des États-Unis. C'est terminé. Brian Knobbs a pris le championnat de la télévision à Ming. Voilà, ça vous intéressera, je pense, beaucoup moins. On a hâte hein, que Hogan, de ce fait, hein, qui revient de ce fait actif. Hogan qui catchait 2 fois par an, qui défend son titre régulièrement, et pourquoi pas contre un certain Dwayne Johnson, The Rock, qu'on aimerait bien voir prospérer un peu plus haut dans les cartes de WCW, parce que là, il était même pas sur la carte. Hein. Il n'y avait même pas de The Rock, rien du tout, même pas un angle, rien quoi. Putain, rien. On m'a demandé également dans les commentaires des nouvelles de Taz. Taz, il fait rien. Taz, il est pas là. On sait pas, on n'a pas de nouvelles. Taz, il est toujours censé être à la WCW, mais il catch quasiment plus. Petite question, tiens aussi, qui peut peut-être vous amuser vis-à-vis de Roddy Piper. Donc, qui a officiellement quitté la ECW. Si je veux le signer, le mec dit non, mais vous êtes trop petit pour moi désormais. Et tout petit, non, vous êtes trop petit pour moi. C'est vrai qu'on lui avait fait quand même atteindre une popularité un peu démentielle. Est-ce que je vais pas être là à regretter notre choix? Parce que là, il y a des notes à 92, etc. Quand même, gros bordel. On n'avait pas trop berdé avec Roddy Piper. On lui souhaite le meilleur, bien entendu, pour la suite de sa carrière. Nous allons continuer pour ce prochain épisode de Hardcore TV. Le reveal, comme je disais, du Hall of Famer signé par la compagnie. Enfin, signé. Du Hall of Famer voté par vous-même. Qui est le prochain Hall of Famer après Terry Funk à rejoindre le panthéon de la ECW. Et également le Jobber de l'année. Et ça sera assez intéressant parce que ça va conduire à un petit truc rigolo. Vous verrez. Let's fucking go! Attendez, il y a des infos. Ah oui, Sidelico, il reste avec nous. Sidelico, très bien. Très bien. Petit mail également à côté. On sait jamais s'il y a quelque chose. Bob Holly a quitté la WWF? Ah ouais. Hardcore Holly. Eh ben, est-ce que ça peut m'intéresser, Hardcore Holly? Bah, popularité, oui, non, je sais pas trop. Gimmick, babyface Mouay, Sarkaitis 65, charisme, c'est pas trop ça. Athlétisme 66, c'est encore décent. Basique psychologie, c'est pas si mal. 36 ans, il arrive peut-être vers la fin. Il arrive peut-être vers la fin, Hardcore Holly. Pour mon territoire de développement, en revanche, ça serait pas si déconnant de l'emmener, de le prendre juste pour catcher là-bas. Ça pourrait toujours être un nom assez pertinent. Je sais pas, ça se négocie à combien, Hardcore Holly? 8005 par mois. Bon. Écoutez, dans le doute, je veux bien envoyer un contrat. Mais pour moins cher. J'envoie un contrat à... Hop. On va mettre à 7008. Il vient, 7008. Ah, il veut 7940. Ah ouais, le mec, 7940. Hardcore Holly, why not? Mais territoire de développement pour aller travailler là-bas. Voilà, c'est juste pour éviter que d'autres le prennent. Et on sait jamais si on peut faire un truc avec Hardcore Holly par la suite. On peut. Non, mais il a une bonne popularité. C'est surtout ça en fait qui m'intéresse, c'est d'amener des catcheurs populaires dans ma compagnie de développement. C'est là où le truc pourrait être assez pertinent. Allez, le booking Hardcore TV, on est parti, let's go. La suite de nos awards de 1999, avant cet épisode de Hardcore TV, le Jobber de l'année a été élu. Il s'agit de Norman Smiley, avec 33,5% des votes, juste devant Perry Saturn, qui était pas mal, hein, aussi dans le registre, 27,7%. Après, ça se sert, hein, voilà, entre Kazayashi, Tomoaki Honma, plus loin, on a Steve Blackman, hein, les portes interdites, Jerry Lynn, D'Lo Brown et Minoru Fujita. Enfin, le Hall of Famer de l'année, vous avez nommé Hall of Famer, le Sandman, qui n'est plus dans la compagnie. Le Sandman rejoint donc le Hall of Fame de la ECW, juste devant Sturi. Ah, vous avez failli me foutre de Hall of Fame, les mecs. Ah, le Sandman, soyons sérieux. Paul Heyman arrive en 3e position au niveau des votes. Raven, Tommy Dreamer, les Dudley Boys, Steve Austin, et enfin le plus bas, c'était Hayabusa, un champion quand même du monde de la WCW, avant de perdre contre Hogan. Bon, bah, voilà, c'est tout, Voilà, donc il y aura des incidences un petit peu à tout ça plus tard, vous le découvrirez. Et nous sommes partis pour cette carte de Hardcore TV qui va commencer dans le pré-show avec un super match, comme vous en doutez, entre Christian Cage et Billy Kidman, remporté par Christian Cage, 85, très bon match. Apparemment, un peu de manque de psychologie qui a fait que ça a drifté un peu. Christian Cage, 93, ça va, bonne note pour Christian Cage qui améliore son momentum. Violent Conduct contre Unfortune, c'était l'occasion de donner du momentum également à Unfortune, Cecil Gilbert et Perry Saturn, parce que j'utiliserai
Sensei Scorpio sur le show principal. Je rappelle qu'il a battu Bret Hart quand même, le bonhomme, hein, c'est pas n'importe what. 83. Bon match, ça va. On a des performances correctes. Bon, Perry Saturn 69 un peu en dessous. Après, on n'est pas dans l'arène où on est les plus populaires. Midwest. Bon, ça va. Ça va. Al Snow était le meilleur. Hein. Al Snow a une note de 90. Alors, Al Snow en équipe, ça toujours sublime un peu les notes. Il fait de bien meilleures notes en tag qu'en individuel. 83, très bon. Enfin, on termine le dernier match du pré-show. C'est un peu une belle affiche comme ça. Tommy Dreamer, Rey Mysterio Jr. 93. Je ne suis pas surpris. Pas de storyline, rien du tout. 93, Rey Mysterio, Tommy Dreamer. C'est propre. Victoire de Tommy Dreamer sur Rey Mysterio. Besoin de momentum là aussi pour Tommy Dreamer pour la suite. Allez, la carte principale, on est parti. Je m'attendais à un meilleur score pour ce segment, je ne vous le cache pas. On tente des trucs là encore et Paul Heyman a une surprise pour Bret Hart, l'actuel double détenteur et des championnats trio avec Chris Benoit et Lance Storm et du championnat télé qu'il a pris à Kurt Angle suite à, selon Paul Heyman, un abus de pouvoir de la part de Stephanie McMahon. Il a fait, bah là c'est pas Stephanie McMahon qui gère, c'est moi. Donc Bret Hart, tu vas défendre ton championnat télé contre, non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais 5 adversaires dans un 6-pack challenge. Et oui, monsieur Bret Hart, il va falloir vous faire à ces conditions. Monsieur Bret Hart, le championnat télé défendu dans un match qui va opposer, alors évidemment, les Scorpios, les Sensei, tout ça, ils sont contents, ils viennent se foutre de sa gueule. Et ben les adversaires de Bret Hart, il y a Kurt Angle, Sensei Scorpio, Matt Hardy, hein, le momentum de Matt Hardy, Toshiaki Kawada et Six-Pack. Et ça me fait un match de 79 qui a du très bon catch, de la bonne hit, et ben c'est une victoire de Kurt Angle, qui reprend son championnat de la télévision après avoir battu Six-Pack, le pin sur Six-Pack. Voilà, Kurt Angle, Uncle Lock, on en termine là. Chris Benoit et Lance Storm sont venus attaquer Scorpio pour poursuivre un petit peu la storyline, et Raven est venu également attaquer Matt Hardy. Comme ça, on fait un petit peu avancer tous les storylines de ci, de là. Tout va bien. 79, match décent pour ouvrir le show. Ça va, le championnat de télé en jeu, voilà. Rob Van Dam va battre Pitbull Durante dans un chouette match qui me fait une note de 84. Alors ça, je suis assez surpris, même bien ravi. Rob Van Dam, gros momentum qui voilà, commence un petit peu à battre tous les membres du Murder Bull Gang. Derrière, Baba Bigolo, qui est à la table des commentateurs, va venir voir Rob Van Dam. Rob Van Dam, le challenge pour le championnat héritage, ça va un petit peu se friter et ça va partir à l'avantage de Rob Van Dam qui va réussir un speedwell kick sur la tête de Baba Bigolo qui est obligé de battre en retraite. Le match est officialisé pour le championnat héritage lors du prochain pay-per-view la semaine prochaine. Dean Malenko contre Juventud Guerrera pour le championnat junior. Pas de vainqueur. Eh ben non. Pas de vainqueur, apparemment l'arbitre a perdu le contrôle du match et a décidé donc de l'arrêter. Les mecs se battaient, etc. Ils voulaient pas se lâcher. On fait monter un petit peu la hit entre les deux. 84, je suis très déçu de la note de Juventud Guerrera qui fait qu'à 69. Dommage. Bon, on va faire avec. Dean Malenko, Juventud Guerrera, l'affaire se poursuit et bien entendu le titre sera remis en jeu un peu plus tard. Gros segment, et là oui, c'est énorme segment. Paul Heyman qui vient remettre l'award du Jobber de l'année à Norman Smiley. Il est en compagnie de Steve Austin. Et belle nouvelle pour Norman Smiley, puisque voilà, c'est une récompense quand même qui est incroyable. Alors Norman Smiley, il a la récompense, mais il n'est pas forcément, tu vois, très très ravi d'avoir cette récompense-là. Et Steve Austin lui dit non, mais c'est un honneur, parce que ce soir, tu vas te retrouver dans le main event avec le champion de la ECW, Steve Austin, dans un match par équipe qui fait bien les affaires de tout le monde, puisque Norman Smiley va devoir faire équipe avec Sexter Castle et Brian Pillman, qui peuvent pas se blairer contre Austin, Regal et l'évêque. Ou les champions par équipe. Et ben on est parti. Une fois que tout ça est annoncé, que tout le monde se pointe, que Austin voilà, balance des regards noirs bien évidemment à Sexter Castle, à Pillman, que les deux peuvent pas s'entendre. Le main event me fait une excellente note de 98. Norman Smiley le moins bon, hein, 56, et pourtant c'est lui qui va donner la victoire à son équipe. Voilà, victoire de Norman Smiley sur Lord Lemmy l'évêque par soumission avec le Norman Conquest. Et oui, malgré les distractions de Paul Heyman, de John Zanding également, qui est venu un petit peu en backup des Lord of Wrestling, et ben c'est une victoire des Babyface, et de ce fait Steve Austin il est un peu au pied du mur, parce que Pillman et Hardcastle ont réussi à coexister, et le triple threat de ce fait pour le championnat mondial est assez inévitable. On termine le show, voilà, avec Norman Smiley qui célèbre, c'est improbable, mais ça le fait. Norman Smiley impliqué dans un match à 98, on l'a fait. 94, show solide, show très très solide. On va devoir refaire du 29-30, 29-40. Allez, rating, pronosticons. Pronosticons, qu'est-ce qu'on fait en rating sur cet épisode? Un bon 29-40, 29-50. Abyss is money, selon Sexter Castle. C'est pas la première fois qu'on me le dit. 29.43, très très bon. Et Silver King a fini ses engagements du côté de Shinyon Puroresu. Très bien.
Alors là, Stephanie McMahon, elle va vouloir se venger. Parce que Bret Hart, attention, ah là là. Extreme Zone, on attend la réponse du berger à la bergère, hein, puisque les abus de pouvoir, ça a bien 5 minutes, mais ça va se poursuivre. Stephanie McMahon reçoit cette semaine Steve Austin et lui prépare des surprises. Al Snow contre Rey Mysterio, c'est une victoire d'Al Snow en 15 minutes 54 après le Snowplow. Bon match de catch, 84, décent, très décent, mais oui, c'est très bien. C'est un bon match de catch. Mysterio, malheureusement, le momentum s'effondre un peu, Al Snow se rebâtit. On aura peut-être des revanches, on aura peut-être des trucs à faire, on verra bien. Les Murders Bull Gang, Baba Bigolo et les Pitbulls vont battre Super Crazy, Jerry Lynn et Toshiaki Kawada. 86, un très bon match de catch, pour le coup. Un 3 contre 3 plutôt solide. Je suis pas mécontent de l'association des Pitbulls avec Baba Bigolo. En 3v3, ça peut faire quand même des trucs bien. On prépare, hein, parce qu'on a un championnat trio, on a des équipes comme ça potentiellement qui peuvent être intéressantes sur le papier. Kawada fait 71, Super Crazy 75, Jerry Lynn 68. Bon, les Babyface un peu en dessous. Cactus Jack contre Silver King, un excellent 89. Alors Cactus Jack, il y a des perfs en solo là qui sont hallucinantes. 89, c'est insane. C'est une excellente performance pour Cactus Jack. Attention, les amis, si je peux ramener Cactus Jack plus haut dans la carte, je pense que je le ferai. On est dans une période un petit peu creuse pour lui. Mais la préparation, par contre, elle est dingue. Elle est dingue. Cactus Jack, attention. On est parti. Stephanie McMahon reçoit Steve Austin sur la carte principale et lui dit « Écoute, t'es sur le show, c'est moi qui décide. J'ai vu le traitement qui a été infligé à Bret Hart. Je sais que tu es censé défendre ton titre contre Brian Pillman et Sexter Hardcastle, mais ça peut changer. Ça peut évoluer parce qu'aujourd'hui, t'es chez moi. Et si Bret Hart a eu un mauvais accueil du côté de Hardcore TV, il n'y a aucune raison que je m'occupe pas du protégé de Paul Heyman à ma manière. Et elle book donc Steve Austin dans un Six-Pack Challenge pour le championnat. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les adversaires de Austin sont Chris Benoit Lenstorm, Sensei Gilbert, Perry Saturn et Norman Smiley. Let's go. Ça me permet, bien entendu, de faire avancer un petit peu la storyline entre Benoit Lenstorm, Sensei Gilbert et Perry Saturn. Norman Smiley, il est là parce qu'il s'était retrouvé dans l'équipe victorieuse de Hardcore TV. Austin, malgré tout, il a gagné son combat. Il a fait le pin sur Norman Smiley à la fin. 4e défense de titre. Norman Smiley, le weak link, évidemment, 55. Perry Saturn n'a fait qu'un petit 70. Steve Austin était le meilleur de la tête et des épaules. Attention, belle perf également pour Chris Benoit, qui est aussi un projet dormant. Il est pris dans les multiman tag team match, mais vous inquiétez pas, Benoit aussi, j'ai un œil dessus parce que il fait toujours des dingueries. Les Dudley Boys vont battre Zandig et Kazayashi. Alors ça marche pas terriblement ce match, ça fait qu'une note de 78. Victoire des Dudley Boys. À la table des commentateurs, il y avait les Lords of Wrestling. D'ailleurs, c'était pour amorcer mon début de programme entre les Dudley Boys et les Lords of Wrestling pour, pourquoi pas, un match pour le titre au prochain pay-per-view. Et ça n'a pas marché de ouf. Ah, voilà, Zandig et Kazayashi, moyen, 78, décevant. Matt Hardy et Christian Cage contre Dreamer et Richards. Alors ça, c'est bien plus intéressant. Christian Cage qui s'est allié à Matt Hardy pour les combattre Raven. Ils affrontent donc 2 membres du clan de Raven, Dreamer et Richards. Richards, il est là bien évidemment pour prendre le pin. 85, match très correct. Raven était à la table des commentateurs. Ça me permet de faire avancer la hit dans ce nouveau programme. Et Christian Cage aura probablement à en découdre avec Raven d'ici là. Stephanie McMahon, elle calme un petit peu les tensions parce que Pillman était à la table des commentateurs pour le combat de Austin. Justement, il y a une grosse discussion entre Steve Austin et Bret Hart qui se plaint auprès de Stephanie McMahon de ne pas avoir été mis dans le match de championnat. Comment ça se fait que tu ne le mets pas parce que Stephanie McMahon, elle raisonne, elle fait c'est vrai quoi. Je pourrais décider également de te propulser vers la title picture. Alors, elle annonce qu'elle est en contact, qu'elle est en deal avec Sexter Hardcastle. Elle l'a eu au téléphone, il arrive à l'arène et ce soir dans le main event, triple threat match entre Brian Pillman, Sexter Hardcastle et Bret Hart. Si Bret Hart gagne le match, il est intégré pour le match de championnat d'Austin au pay-per-view. Eh bien déjà c'est un nom qui fait 100 parce que c'est un très très bon angle. Et le match derrière me fait une incroyable note de 98. Voilà let's go. Bret Hart, il a pris le pin, donc il ira pas dans le match. Et Sexter Hardcastle, il a gagné. Comme ça il y a du momentum pour Sexter Hardcastle. Évidemment, c'est parti en couille entre Castle et Pillman. Bret Hart, il a essayé d'être opportuniste, de profiter de tout ça. Malgré tout, ça fait 98. C'est un excellent match. Victoire de Hardcastle au final. Austin est à la table des commentateurs. On est en train un peu d'équilibrer les momentum. Il y aura une grosse victoire à venir pour Pillman également. On est pas mal.
on est pas mal. Un beau triple threat pour terminer, 98, let's go, ça me fait un 96, la note globale. Bah voilà, un show à 96, c'est propre. C'est propre, comme quoi hein, le dernier match est quand même décisif pour faire une grosse note sur le tout. Et on est à la période de Noël. Ça y est, c'est Noël. C'est Noël, les amis. Et on signe personne. C'est Doug Gilbert qui demande à augmenter sa casque. Oui, bah oui, là, tout le monde est en train de passer. Hein. J'ai eu des propositions, là, j'ai dû augmenter Rey Mysterio, William Regal. Tout le monde me demande à être augmenté dans cette compagnie. Ça n'arrête pas. Seth Gilbert est un natural talker, selon Bret Hart. Christian Cage me dit que Jay Allen ne connecte pas avec les fans. Extreme Zone 29.45. Très bon rating, le meilleur pour Extreme Zone depuis le début de cet épisode. Bret Hart, il a trop bossé, il a besoin de souffler. On va laisser Bret Hart souffler. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé Bret Hart cette semaine. Ce mois-ci, la Bret Hart, oui, bah il était là, tant qu'à faire, bon bah voilà. Il nous reste un mois de booking, une semaine de booking. J'ai hâte d'arriver à notre main event, bien entendu, à notre gros moment. Alors, c'est bien, on est ensemble, on va pouvoir aussi, on va officialiser la signature d'Hardcore Holly, bien sûr, qu'on va envoyer en territoire de développement derrière, let's go. On va pouvoir voir ce qui s'est passé à In Your House. Et oui, In Your House. Diesel, Yankee et King Mabel ont battu Animal, Lawler et Rick Steiner. 81. Drôle de main event. L'Undertaker a battu Hawk Warrior pour garder son championnat de la WWF, qui est toujours le champion. Belle note de 97 là. Shawn Michaels, il a fait quelque chose. En fait, il y a eu une déclaration il n'y a pas longtemps de Shawn Michaels qui a dit « Je suis le meilleur worker de WWF » et ça n'a pas plu au backstage. Et ben Michaels, apparemment, il est nulle part. Il n'a pas de combat. Michaels. Et ben voilà. Et le Big Boss Man, il a catché le Big Boss Man. British Bulldog, il a battu Henry Godwin pour le championnat européen, très bien. Billy Gunn, il a conservé son championnat, pas cul, contre le Tyson Warrior, titre intercontinental. Lyanna Sascal a battu Noriyu Tateno pour conserver son championnat Women's. Et c'est un peu tout ce que je vois. Il y a eu un angle entre Psycho 6 et Michaels, ok, mais il n'y a pas eu de combat derrière. Très bien. Bagarre entre Road Warrior Animal et l'Undertaker, alors surtout qu'il affrontait Hawk et pas Animal, l'Undertaker derrière. Drôle de booking, toujours à la WWF, et pas de Big Boss Man. Pas de Big Boss Man sur cette carte. Alors que c'est leur nouvelle recrue un peu hot. 79, pas top. Blessure pour Johnny Ace. John Laurinaitis s'est blessé. Sachez-le. Je sais même pas où il bosse. Je crois qu'il est... Attends, il est où Johnny Ace? Il est où? Il est chez All Japan Pro Wrestling. Il est toujours à la All Japan. Voilà, on est dans un univers où il n'a jamais rejoint WCW. Et il est toujours au Japon. John Laurinaitis. Au moins là-bas, il fait de mal à personne. Très bien. Ou alors, il se fait mal à lui-même, puisqu'il s'est blessé. Ah, c'est fun. Voilà. Avançons. 4e semaine. J'ai hâte. J'ai très hâte. Dernière semaine de booking. Le catcheur de l'année, vous avez voté pour Brian Pillman. 54,3% devant Sexter Hardcastle, 36,8%. Austin bien plus loin à 14,9%. Et après, c'est serré entre tout le reste. Bret Hart, Christian Cage, Raven, Cactus Jack, Bam Bam Bigelow. Pas top pour le coup. C'est Brian Pillman qui a été votre chouchou cette année. En 99, il va concourir pour le championnat de Steve Austin à la fin du mois. On va tout de suite se lancer, à corps perdu, dans cette dernière ligne droite. Dernier Hardcore TV avant le moment fatidique. Juventud Guerrera et Siduko Delico Junior, Cybernetico, ils vont battre la team de Malenko, de Murray Helms, quand Juventud Guerrera va battre Shane Helms, Juvi Driver, 82. Bon match, on est dans le South East, devant 17 474 personnes. Les gens sont ravis. Non, parce que là, il y a de la hit, bien évidemment. Cactus Jack va battre Takeshi Morishima, 76. Pas terrible pour Morishima, encore une fois, 53. Cactus Jack, 97, ça fait un 76. C'est un match court, donc ça n'a pas dépassé la note du 80. Chris Benoit contre CC Scorpio, j'ai fait un draw. Double count-out. Dans deux hommes qui ont des comptes à régler, parce qu'on est en pleine guerre entre, d'un côté, Car Incorporated et de l'autre, l'Excellence of Execution. Voilà, ça finit sur un draw, comme ça, pas de vainqueur, et ça laisse toujours, tu vois, cette Scorpio dans un bon mood en termes de momentum. 77, par contre, c'est une note décevante. Par contre, voilà, dernier match du pré-show, la grosse victoire des Dudley Boys sur Violent Conduct me fait un 94. J'ai envie de dire, c'est un peu normal. C'est normal. Abyss d'ailleurs progresse sur sa gimmick. 94, c'est très très bon. Un très très bon match de catch. La carte principale, on est parti. On va avoir un angle qui va opposer Raven et Christian Cage, qui vont mettre les choses à plat se concernant. Enfin, les concernant. Raven dit à Christian Cage qu'il s'est mêlé d'un business qu'il ne regardait pas. Et ils rappellent bien entendu la longue histoire, l'influence que Raven a eu sur Christian Cage pendant des années. Il pensait qu'il s'en était un peu sorti par rapport à
à Sexto Castle et qu'il avait peut-être trouvé sa voie, mais en fait pas du tout, il vient foutre la merde. Et dans ces échanges où Raven refait encore allusion aux Hardy Boys, Jeff Hardy fait son retour pour attaquer Raven, qui va nous planifier un gros match 3 contre 3 dans le main event, avec Christian Cage et les Hardy Boys contre Raven, Tommy Dreamer et Billy Kidman, parce que Steve Richards, il a pas de momentum. Donc voilà, 95, avec un Jeff Hardy blessé, je le rappelle. Mais qu'on garde chaud, qu'on garde quand même à l'écran. Kurt Angle contre Toshiaki Kawada me fait une note correcte, décente, de 80. Un match qui n'aura pas de vainqueur alors que le championnat télé était en jeu. Six-Pac est du foot la merde, ce qui me permettra de justifier le triple threat match pour le pay-per-view. Si on le fait en pay-per-view, ou on devrait le faire en pay-per-view. Paul Heyman, Steve Austin sont backstage et Stephanie McMahon fait éruption dans le bureau. Et elle apprend à tout le monde que Jenna est avec elle et que Jenna maintient sa plainte contre Sexo Castle. Alors au début ils se réjouissent un peu, Paul Heyman et Steve Austin, parce que ça élimine Sexo Castle de l'équation et ça leur fait plaisir. Mais Stephanie McMahon de ce fait apprend à Paul Heyman que Steve Austin devra défendre son titre en un contrat contre Brian Pillman. Et là, ça coince parce que Austin ne veut pas se retrouver en mano à mano contre son ancien meilleur ami. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils motivent Jenna à retirer sa plainte. Donc on n'en sait rien, est-ce qu'elle a plainte, pas plainte, etc. Jenna elle est un peu perdue dans tout ça. Paul Heyman il fait comprendre qu'il y a possibilité de s'arranger, que si c'est de l'argent qu'elle veut, elle peut en avoir. Voilà, sans gros segment, on est de ce fait dans... la décision is in limbo, hein, en quelque sorte, on ne sait pas. Les Lords of Wrestling vont affronter Unfortuned qui avait pas mal de momentum, j'ai mis les championnats par équipe en jeu. Unfortuned vont perdre le match à cause de Benoît et de Lance Storm qui vont intervenir. À la table des commentateurs, il y avait les Dudley Boys, ça fait un bon 89, une bonne première défense de titre pour les Lords of Wrestling. Les Dudley Boys contre les Lords of Wrestling, c'est acté pour le pay-per-view, bien sûr. Brian Pillman, justement, le meilleur catcheur de l'année, est en situation de 1 contre 1 contre John Zandig, du clan des Lords of Wrestling. Il a un petit peu foutu la merde ces derniers temps, et Pillman, voilà, veut se venger. Pillman va obtenir une grosse victoire, bien entendu, en battant Zandig, 83, match d'essence, pas un des meilleurs matchs ça, de John Zandig, je sais pas. En 1 contre 1, c'est peut-être sa meilleure perf. C'est correct, ça me va, derrière, gros angle, puisque... Ah oui, Austin est défié par Pillman en disant voilà, visiblement la situation ça devient un 1 contre 1. Et Jenna fait le reveal comme quoi elle a retiré sa plainte. Sexo Hardcastle arrive et on s'attend à ce que Hardcastle foute sur la gueule de Pillman, mais pas du tout. Il vient buter Austin. De ce fait, il y a une grosse confrontation à distance entre Sexo Hardcastle et Brian Pillman. Sexo Hardcastle il prend la ceinture, il pose avec. Gros angle, 100, on est bien juste avant le main event qui est le 3 contre 3 dont j'avais parlé en début de show. 89, un peu décevant. Et ouais, match quand même qui est décrit comme exceptionnel. Le Flock of VIP va battre Christian Cage et les Hardy Boys. Jeff Hardy, il a encore pris cher. Voilà. Il a encore pris cher, il a encore pris un sick bump pendant le combat. Voilà, pour justifier encore un peu plus sa blessure. On va le remettre un petit peu hors d'équation, le Jeff. Dreamer et Kidman, ils ont fait le taf. Voilà, les notes sont quand même plutôt décentes quand je regarde un petit peu partout. Jeff Hardy, le moins bon, forcément, 79. 89 au global, je trouve ça un peu faible. Je trouve ça un peu faible au vu de la situation, au vu de la storyline. Un peu dommage, peut-être pas suffisamment de hits sur la storyline. Alors, Jeff Hardy pénalisé pour inconsistance, c'est parce qu'il est blessé. Raven, inconsistance également. Ok, et la storyline est une faible hit. Ok, donc c'est peut-être un peu ça. On y travaille, bien sûr. Ça fait quand même un 90 de rating global. Ça reste un show quand même très solide. Mais justement, il fallait que je mette un peu l'emphase sur la hit de ce programme. Bon, pour le main event, c'était peut-être un peu tôt. Je regarde justement en termes de storyline, Christian contre The Flock, oui c'est passé à 89 donc ça va. Excellence of Karaté, le 3 contre 3 est à 92, ça c'est bon. Le championnat télé 81, c'est pas gênant. Malenko Juventus Guerrero, on est quand même à 84, c'est pas mal. Lord of Wrestling contre les Dudley Boys, on est seulement à 79, mais ça va grimper. Sexo Hardcastle, Brian Pillman et Steve Austin 95 et le projet Bam Bam Bigolo 84 contre Rob Van Dam. Là on n'a rien fait cette semaine avec eux, mais on a encore un épisode de Extreme Zone à se booker pour faire grossir le tout. Stevie Richards est un bon worker selon Matardi, on a fait un rating de 29.60, ça c'est exceptionnel, on se rapproche des 30, on s'en rapproche. Masa Saito, ça ne m'intéresse pas. Masa Saito du côté de New Japan, ça m'intéresse pas. La WWF qui renouvelle le contrat du Sergent Slaughter. Il fait quoi le Sergent Slaughter? En quoi il est intéressant? Basique, psychologie 82 et 86, ça peut être un bon road agent en effet. En effet. Pas un mauvais road agent. Bon. M'intéresse pas. M'intéresse pas, j'ai déjà des bons road agents dans la compagnie, je vais pas
m'emmerder avec la main. Tiens, Shima, il est dans le jeu déjà. Shima Nobunaga. Tiens, bah, je vais aller voir un petit peu les stats de Shima. C'est vrai que Shima pourrait être une recrue comme ça pour la déconne, intéressante. Je vais regarder Shima. Qu'ils ont mis en Shima Nobunaga. Shima Nobunaga, 23 ans. Ouais, 2 années quand même, ça fait longtemps qu'il est dans le jeu et je l'ai jamais croisé. Oh, la Brawl, elle est catastrophique. La Brawl est catastrophique. Basique psychologie, c'est pas ça, hein. 60 et 54, non, faut pas déconner. Shima va pas m'intéresser du tout. Dommage. Qu'est-ce qui se passe dans la compagnie de développement Extreme Chapter? Jacques Rougeau a battu Bobby Fulton pour conserver. Il est champion, Jacques Rougeau, il a pris le titre à Tatanka, d'accord. Jacques Rougeau est l'actuel champion. Très bien. Hardcore Oli, il a fait un match. Il a fait un match dans l'opener. Qui n'a pas été trop mal noté. D'accord, en équipe avec Dragon Kid. Tiens, c'est vrai, il est là, lui. Il n'est pas chez moi, hein, Raymond Lepad, que vous connaissez, c'est Adam Rose. Il n'est pas signé, donc il vient d'ailleurs. Hein, voilà, il y a aussi, je vous rappelle, il n'y a pas que des catcheurs sous contrat avec notre compagnie qui catchent pour Evolution of Extreme Wrestling. On a également des catcheurs qui viennent d'ailleurs, parce que sinon j'ai pas assez de workers pour faire bosser tout le monde. Très bien, des nouveaux champions. Alors j'ai vu que Bryan Danielson d'ailleurs s'était blessé. Je ne sais pas pour quelle durée. C'est un peu dommage d'avoir Bryan Danielson blessé, cela dit. Allez, on est parti. Extreme Zone, dernier, là véritablement dernière ligne droite. Extreme Zone, on est parti, dernier show, encore une fois, Tri-State, NZ, Izot Center, 20 213 personnes, du monde à fond la caisse, et dans le pré-show, Kurt Angle va conserver son championnat télé, et oui, contre Alsto. Alsto, il avait du momentum, je me suis dit, tiens, petite défense pour le championnat télé. Bah oui, histoire de la faire, et ça fait un 87, et c'est très correct, Kurt Angle qui continue de progresser, qui me régale, qui fait une note de 86, et ça me va. Norman Smiley, Jun Kasai, Tomoaki, Honma et Shannon Moore, évidemment, ça me fait un 64. Bah oui, il n'y a pas grand chose de particulièrement relevant là-dedans, et ben c'est Norman Smiley qui a gagné. Norman Smiley quitte sa condition de jobber, ça y est, il est jobber de l'année, mais il gagne des matchs. Et ben il a battu Jun Kasai, Honma et Shannon Moore, 64. Let's go! Warcraft 2000 contre les Pitbulls me font un solide 82. Victoire des Pitbulls pour rebâtir le momentum. Ils se sont mangés quand même pas mal de défaites contre Rob Van Dam et ses potes ces derniers temps. Il n'y a pas de gros projet pour Warcraft 2000, c'est vrai, depuis le face turn c'est un peu bof, mais ils sont toujours là. Ils ont perdu, 82. Carte principale, on est parti. Signature de contrat entre Steve Austin, Brian Pillman et Sexton Hardcastle. Paul Heyman et Stephanie McMahon sont bien entendu là pour encadrer le tout. Ça part en couille, et ben non, entre Pillman et Sexton Hardcastle, parce que décidément, les mecs étaient en train de se mettre des noms d'oiseaux dans tous les sens, mais ils ont décidé de se concentrer sur l'ennemi commun, à savoir Steve Austin, et ensemble, ils ont powerbombé Austin à travers la table. Après, bien entendu, que le contrat a été signé. On va mettre un petit peu les tensions de côté, non pas peut-être pour coexister, pour collaborer, mais pas non plus pour s'en mettre plein la gueule avant le match, pour rester chaud, frais et dispo. Pillman et Sexton Hardcastle n'ont pas oublié que c'est aussi avant tout des compétiteurs, et de ce fait, ça fait un très bon angle qui fait 100 et qui permet de remettre un petit peu de grain à moudre dans cette grosse histoire, hein, où Jenna visiblement n'a pas porté plainte, ça va mieux, elle reviendra à son travail d'intervieweuse la semaine prochaine, enfin pour l'épisode prochain. Oh, ce match! Ouh, les Buzz Killers, c'est le nom que j'ai trouvé pour l'équipe de Bam Bam Bigelow et de Six Pack qui vont battre Rob Van Dam et Rey Mysterio Jr. L'idée c'était de défoncer sa tronche à Rey Mysterio pour encore plus s'apitoyer Rob Van Dam, qui ira, je le rappelle, affronter Bam Bam Bigelow pour le championnat héritage au pay-per-view. Ça me fait un excellent match, hein. Bam Bam Bigelow, une note en tag là de 100. Et cette équipe Six Pack Bam Bam, je la trouve assez inspirante pour le coup. 94, pas mal du tout. Bret Hart, Chris Benoit, Lance Storm, dernière promo avant d'aller affronter la team de Sensei Gilbert, Sensei Scorpio et de Perry Saturn. Ça fait que 79. Pas terrible. Ouais, c'est même plutôt moyen pour une promo, malgré qu'on ait Bret Hart pour parler au micro et faire monter les enjeux. 79, c'est faible. Je vous cache pas, pour une promo avec Bret Hart, c'est pas terrible. Juventud Guerrera contre Malenko, c'est encore un meilleur match que la dernière fois. Là, ça me fait un 87. Je crois qu'on était à moins de 80 la première fois où ils se sont affrontés, que ça avait fait un combat nul. Et ben, encore une fois, match nul entre les deux. Après un double count-out, il y a eu une intervention de Psychosis qui a attaqué Malenko. On continue de faire monter la sauce entre les deux. Et bon, la storyline avance, gagne pas de hit. Malenko fait du très bon taf. 87, ils étaient peut-être dans des meilleures dispositions, malgré que le match fasse que 12 minutes 29. Bon, c'est pas si mal.
Derrière, on a un gros 3 contre 3, sa maman, avec les Dudley Boys qui font équipe avec Terry Funk contre les Lord Wrestling Incorporated, Alfred Regal, Lemmy Lévesque et John Zandig. Victoire des Babyface, bien évidemment. On met le momentum du côté des Dudley Boys qui ont affronté les Lord of Wrestling en pay-per-view pour les championnats par équipe. Bah ouais, c'était bien d'avoir Terry Funk en backup, en allié. Terry Funk, il n'a pas beaucoup bossé ce mois-ci. Voilà, ça fait plaisir, petit moment sympa. 84, belle note. Et enfin, Raven. Promo sur Christian Cage. Un de ses exercices préférés, ça fait un 90. Ce soir, Raven dans le main event. Vu que j'étais resté sur un... Voilà, je vous l'avais dit, j'étais resté sur un mauvais plan, sur le Raven Matardi. Ça m'avait pas fait une bonne note. J'ai décidé de refaire Raven contre Matardi dans un combat hardcore, hein, il me semble. J'ai fait un match hardcore entre les deux. Où Christian Cage va être observateur. Bon, il y aura des distractions, évidemment, parce que j'ai mis ça en car crash. Donc, évidemment, si je mets pas de distraction, ça va pas aller. Et ben 97, voilà. Ça, c'est une gueule de main event. Raven Matardi me fait un 97 et c'est une victoire de Raven. Je savais quand je l'avais booké la première fois que j'avais fait des conneries dans le booking et que ce match pouvait valoir beaucoup plus sur le papier, que ça aurait pu dépasser les 90. Ça me fait 97, c'est une victoire très importante pour Raven, qui a défoncé Matardi dans tous les sens, qui a pris un gros stun bump d'ailleurs, qui avait un petit peu de mal apparemment à la fin du match, hein. Il était un peu en galère. Raven, apparemment, la stamina, c'était plutôt cool. Et ben bravo, victoire de Raven, et le Raven Christian Cage, il va arriver dans d'encore meilleures dispositions. Parfait, impeccable. Bon, il me dit, Matardi, je suis pas le meilleur dans les matchs hardcore. 96. Voilà comment donner envie. Envie d'avoir envie. Le Christian Cage contre Raven, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. On a travaillé ça sur la fin, mais on a quand même travaillé. Voilà. Et Mick Foley demande à augmenter sa paye. Ah ouais, il demande une belle augmentation, Mick Foley. Ben, en même temps, il mérite. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je le fais dormir là depuis longtemps. Il y aura un petit programme hein, pour Mick Foley au pay-per-view, je vous rassure. Un petit truc gentil. Thomas Kionman ne collecte pas avec les fans selon Steve Austin. Psychosis, c'est de l'argent, selon Sexton at Castle. Et selon Bret Hart, Lance Storm est un talker naturel. C'est pour ça que quand il est impliqué dans une promo, ça fait 79. 29.71, c'est le meilleur rating qu'on ait fait ce mois-ci. Nouvelle référence, 29.71. Grâce à Raven et Matardi, quand même. Raven, Matardi, 97. Ah là là, les Hardy Boys. Même sans Jeff Hardy, Matardi, ça peut quand même faire des petites dingueries. Hein. Attention, on va pas sous-estimer Matardi dans le lot parce que c'est pas mal. C'est pas mal. On est prêt. C'est le moment le plus attendu. Le booking de December to Dismember. On est parti. On y est, c'est December to Dismember, dernier pay-per-view de ce mois de décembre de cette année 1999. La dernière ligne droite, la vraie, la der, la belle. C'est pas mal. On est bien, hein. Violent Conduct contre Moore et Hems dans le pré-show. Pas de programme pour le moment pour ces deux équipes. N'empêche que ça me fait quand même un 83. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 18 minutes 27, victoire bien entendu de Violent Conduct qui auront d'ailleurs un rôle à jouer un peu plus tard dans le show. Je tease pas, attention, let's go. La bataille royale traditionnelle pour déterminer, alors cette fois-ci, voilà, c'est clair, c'est pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat télévision. Et c'est une blessure pour John Zandig et une victoire pour Billy Kidman. Voilà, Billy Kidman dans le Final Four, qui termine avec Zandig, justement, La Parka et Chavo Guerrero Jr. Zandig est le dernier éliminé. Billy Kidman a eu le plus d'éliminations sur le match. Bah écoute, hein, 81, c'est correct. Hein, on fait pas des 81 tout le temps quand on fait ce genre de bataille royale. Et pourtant, il n'y avait pas de gros name. Hein. Pour le coup, il n'y avait pas, tu vois, de nom qui sortait plus que ça du lot. Zandig s'est blessé. Voilà, il s'est cassé le pied, le pauvre. On est parti, la carte principale, et c'est seulement qu'à 86 pour Raven Christian Cage. Je m'attendais à mieux, c'est-à-dire que Matardi et Raven, dans leur match hardcore, ils ont fait quand même mieux que Christian Cage et Raven. Dommage. Match qui a eu du sensationnel catch. Christian Cage va battre Raven dans ce combat hardcore. Beaucoup d'interventions, puisque Raven a eu le soutien de Tommy Dreamer notamment, et de Billy Kidman également, mais les Hardy Boys sont venus faire le save pour Christian Cage, qui remporte la victoire. Un manque de psychologie apparemment sur le match. Ah, bon, on fait quand même un 86. On fait un 86, pour autant, la storyline ne s'arrête pas là. Évidemment, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On a d'autres trucs à écrire entre Christian Cage et Raven. C'est pas un petit programme qui se met en place, c'est même quelque chose de particulièrement gros et qui continuera d'ailleurs d'évoluer au fur et à mesure du show.
Grosse victoire pour Christian Cage, je l'ai dit, 86, c'est pas mal pour ouvrir les hostilités. Toshiaki Kawada, Kurt Angle et Sixpack pour le championnat télé, je suis ravi de ce match. Ça me fait un 85. C'est très très bon. J'ai oublié de terminer la storyline là par contre. Kurt Angle, bat Kawada et Sixpack. Il conserve son championnat télé, 3e défense de ce titre. 85, très bien. Les notes moyennes sont même très très bonnes. Angle 86, Kawada 84. C'est pas mal, hein. J'ai oublié de le préciser, on est dans une nouvelle arène d'ailleurs que j'ai créée, le ECW Coliseum of Violence. 42 699 personnes. Hein. C'est un record d'affluence ever pour la ECW. Là, c'est plutôt pas mal. Le 3 contre 3 également attendu, King of Trios, Excellence of Execution. Ils vont conserver les championnats par équipe contre Kara Incorporated qu'on avait buildé pour l'occasion. 86, c'est aussi une note tout à fait acceptable pour ce qui est à proposer. Victoire bien entendu de Bret Hart, de Benoît et de Lance Storm, ce qui va permettre derrière à... Là on termine la storyline, hein, pour le coup elle est finie. Ce qui va permettre derrière à Stephanie McMahon et Paul Heyman qui observent le show depuis la VIP room en quelque sorte. Stephanie McMahon va se vanter voilà, auprès de Paul Heyman en disant que malgré leurs différends ces dernières semaines, Bret Hart il a quand même conservé son titre, tu vois, Excellence of Execution ça reste une équipe super pertinente qui mériterait d'être traitée avec respect quand elle vient du côté de Hardcore TV. Et Paul Heyman n'est pas très concerné puisque Raven fait irruption dans la VIP room, on ne sait pas trop de quoi ils vont parler, mais Raven plutôt sur les nerfs suite à sa défaite contre Christian Cage arrive et dit juste à Paul Heyman est-ce que tu voulais qu'on se voit, et Paul Heyman lui dit oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. 99, on met le suspense, on est pas mal. Rob Van Dam Bam Bam Bigelow me fait une énorme note de 99 et c'est une victoire de Rob Van Dam qui devient le nouveau champion héritage. Oui, on n'aurait pas pu s'y attendre. Hein, voilà, je leur ai donné le style The Show, le gros spot au milieu de show. Je me doutais que Rob Van Dam Bam Bam Bigelow, ça allait me faire une dinguerie. Et enfin, Rob Van Dam est récompensé d'un championnat majeur à la ECW. Le règne de Bam Bam Bigelow, finalement, il a duré approximativement 2 mois, si je dis pas de bêtises. Je vais vraiment donner une chance derrière, hein, je vois aussi ça, une chance à cette équipe entre Bam Bam Bigelow et Sixpack qui a l'air vraiment pas mal et de proposer des trucs très cool. Et pour Rob Van Dam, ça va être le premier gros test pour lui avec le championnat qui est légèrement en dessous en termes de prestige. Je sais que vous êtes beaucoup à me poser la question, il est légèrement en dessous en termes de prestige que le championnat du monde, bien évidemment. 99, très bonne note, il y a un gros angle de célébration avec Rob Van Dam qui fait un gros discours. Voilà, il est rejoint par Rey Mysterio, par Super Crazy. Mysterio est blessé, Super Crazy il est là, voilà. Blessé Kayfabe, bien entendu. Il y aura une petite revanche à tout ça. Hein. Voilà, ça, on perd un peu de 8, mais il y aura une petite revanche. Bam Bam Bigelow, il aura un match retour là, lors du mois prochain, si j'oublie pas de le booker. On est bien, 92, très bon. Très bon segment, là aussi. On poursuit Lord of Wrestling contre les Dudley Boys, ça me fait seulement 87 parce que c'est un match storytelling et j'ai pas voulu en donner trop pour le moment parce que je veux pas non plus niquer le game, mais je découvre avec stupeur comme vous que malgré la victoire des Lord of Wrestling qui conservent leur championnat et de manière pas forcément très clean, parce que décompte à l'extérieur, hein, tu vois, c'est quand même un truc un petit peu, tu me diras lèche pour un pay-per-view, mais qui permettra de suivre. Lord Lemmy Levesque, Major Concussion. Ça, c'est pas bon signe. Là, c'est pas bon signe. Commotion pour Lord Lemmy Levesque et j'ai peur des informations qui en découleront. Parce que là, Major Concussion, il peut plus catcher. Hein. Je crois que là, je vais devoir rendre les titres vacants, quoi qu'il en soit. Triste. J'irai découvrir ça. Ça est là la très mauvaise nouvelle de cette carte, pour le moment. Ouais, Major Concussion, c'est pas forcément bon. C'est pas Broken Neck, mais Major Concussion, c'est pas bon. Dean Malenko, Juventud Guerrera, le dernier match, hein, pour terminer la storyline, et c'est moins bien. C'est moins bien, même si on a une décision. Dean Malenko, il bat Juventud Guerrera, 77. Ok, 7ème défense du championnat junior pour Dean Malenko, qui conserve malgré tout. On va partir sur un nouveau programme pour lui. Juventud Guerrera, voilà, on l'a buildé, on a tenté, il fait un 79 au final, Malenko reste solide. Bon. Raven et Tommy Dreamer, backstage. Alors, est-ce que c'est suite à ce qui s'est passé avec Paul Heyman? On ne sait pas trop. Nous indique qu'ils ont parlé avec 2 personnes qui rejoignent le flock. Ils ont une longue histoire d'ailleurs, tous ensemble. Tommy Dreamer et Raven accueillent Abyss et Al Snow qui rejoignent à nouveau le flock of VIP. Le clan s'étend, alors on sait qu'il y a eu une longue histoire avec Abyss, Al Snow qui faisait déjà partie d'un précédent clan de Raven.
Cette fois-ci, il réintègre le mouvement de Raven. Voilà, les mecs trop dark, tout ça. Alors, vous êtes peut-être déjà beaucoup à vous demander pourquoi ils étaient plus tous ensemble. On avait tenté un truc avec Al Snow en solo, avec Abyss. On a essayé de les foutre en équipe, tout ça. Ils rejoignent le clan de Raven et vous verrez pourquoi il y aura des incidences à tout ça plus tard. 97, par contre, c'est un excellent segment, un chouette twist et apparemment les gens sont ravis. 3 contre 3, alors là, il faut plus le voir comme une espèce de délire. Pitbull Durante, Pitbull Wolf et Brian Lee étaient dans le ring. Ils ont été défiés par les Hardcore Legends qui ont été rejoints par le Sandman, qui, je le rappelle, a été introduit au Hall of Fame. Le retour du Sandman, avec sa gimmick d'extrémiste, qui a été noté en full. Super, incroyable. Merci le Sandman. Quel plaisir de te revoir. Le Sandman, d'ailleurs, qui me fait une in-ring performance de 63, la moins bonne de tout ce match. Mais c'était le feel-good moment et aussi le moment de calmer un petit peu le public. Il y a eu un gros calm the crowd sur le match. Bien évidemment, on n'était pas là pour aspirer toute l'énergie des gens. Brian Pillman fait une excellente promo, évidemment. C'est lui qui aura le dernier mot avant le main event de ce soir. Je le rappelle, triple threat match avec Sexter Castle pour le titre de Steve Austin. C'est Pillman qui claque la grosse promo avec une note de 100. Et on est parti. On met toute l'attention, tout l'intérêt sur ce main event de folie. Qui va-t-il, ce match, me faire une note de 100 vu qu'on était resté sur cette note de 100 entre Sexter Castle et Steve Austin? On rajoute Pillman dans le mix. Évidemment que ça doit être très bon. Évidemment que ça doit être exceptionnel. Bon, en plus vous voyez, Sexter Castle, il a pris un crazy bump dans le match. Ça, je vous l'ai pas caché. Les notes individuelles, elles sont particulièrement bonnes. Dans un match qui a eu du sensationnel catch et une fantastique hit. Et qui a duré 20 minutes 03. Des interventions. Et oui, puisque Raven, Tommy Dreamer sont venus passer à tabac Sexter Castle. On a découlé un sick bump derrière qui a fait que Sexter Castle était plus véritablement en état de combattre. Et Pillman, qui était de se faire aux prises avec Steve Austin, s'est fait, lui, attaquer par Al Snow et Abyss. Ce qui a permis à Steve Austin de remporter la victoire, non pas en faisant le tomber sur Brian Pillman, voilà, mais sur Sexter Castle qui a réintégré trop difficilement le ring. Austin gagne le match, il n'a pas trop compris ce qui se passe avec Raven et toute sa bande. D'ailleurs, il prend le titre, il célèbre et il est un petit peu en état de consternation. Donc, le match me fait une excellente note de 99. C'est pas le 100, mais c'est le 99, c'est tout aussi beau. Mais grosse consternation, Austin n'a pas demandé l'aide de Raven. Pourquoi Raven, il viendrait s'en prendre à nouveau, encore une fois, Sexter Castle? Pourquoi Pillman a été ajouté dans le mix? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le découvrira lors du prochain épisode. Il y a un truc qu'on va faire, bien évidemment, qui pour moi est un peu inévitable et qui va être très attendu par les fans. C'était l'occasion de le faire. Steve Austin conserve, sans trop bien comprendre. Pillman aura peut-être sa chance en AV1 par la suite. On termine ici ce December to Dismember d'une belle manière. Regardez, le show fait une note de 97, ce qui est très bon. Je vais faire un petit speech d'ailleurs de remerciement, d'encouragement aussi pour Rob Van Dam, voilà, qui a été bon. Rob Van Dam, bravo, vous avez été bon. De Bret Hart, qui est fatigué. Bret Hart, il est fatigué, mais il a été bon. Et de Sexter Castle, qui a pris un gros bump aussi. Voilà, on va les remercier le Sexton. Voilà, ça va pas être des encouragements, ça va être des great performances pour tout le monde. Voilà, apparemment le moral en plus de Paul Heyman va mieux. Pas de souci là-dessus. Les gens sont ravis qu'on leur parle bien, qu'on leur parle avec amour et délicatesse. Pour moi, ça me va. Ça me va. Si, j'aurais dû mettre quand même un petit message d'encouragement à Raven parce qu'il était pas content de perdre contre Christian. Merde, c'est vrai que j'y ai pas pensé, j'y pense que maintenant. Ah! On va tout de suite aller voir ce qui se passe. Alors, j'ai annoncé un truc juste après. Mais oui, oulala, on a beaucoup de choses. Hiroshi Tenzan, tiens, en fait, contrat, ça m'intéresse. Cybernetico ne connecte pas avec les fans, selon Raven, on s'en fout. Lord Lemmy Lévesque nous dit que de la même chose pour Shelems. TV rating, 10.49, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est le buy rate, 1.05, on reste au-dessus des 1. On avait passé les 1 pour November to Remember, là, on est bien. D'ailleurs, le show est désormais un above average event, qui était normal. December to Dismember, on vient de grimper un palier. Lord Lemmy Lévesque s'est blessé, John Zandig s'est blessé, on doit aller voir. Headhunter A, ça m'intéresse pas. Disco Inferno en fait de contrat avec WCW. Genre, ça m'intéresse. Hiroyoshi Tenzan. Par contre, ça, Hiroyoshi Tenzan, je suis un peu curieux. Je suis un peu curieux, même si j'ai peur qu'on puisse pas rivaliser. Il n'y aura pas de bilan économique sur cet épisode, je vous l'avais dit. Voilà, on reprendra au 1er janvier. Pour la simple et bonne raison que l'épisode numéro 64, on découvrira tous ensemble le fameux
top 500 des catcheurs de l'année 1999, établi par TEW. On verra quelle place on a, on verra quelle récompense également on a, hein, si on chope autant de récompenses que l'an passé. Je pense qu'on est plutôt bien parti. Le match de l'année, hein, Sex Hardcastle Steve Austin, on espère que ça sera pour nous. On découvrira tout ça à l'épisode numéro 64. La blessure de Lord Lemmy Lévesque. Elle pique. Elle pique grave. Bon, ben il y a un titre qui est rendu vacant. Là, on n'a plus trop de doutes. Lord Lemmy Lévesque. 1 an, 1 mois et 1 semaine. Voilà. Triple H. C'est terminé. Joe Zandig qui s'est cassé le pied, lui, c'est 5 jours. Ça va. Aïe, aïe, Triple H. Terrible. Terrible, 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 terrible. Je m'attendais à 4-5 mois, mais pas plus d'une année. Ah, ça, c'est un terrible coup dur. Ça, c'est un coup dur vraiment, vraiment, vraiment terrible. On avait réussi à le booster, en plus. Hein, Triple H, on l'avait mis dans de bonnes dispositions, champion par équipe, alors que je vais devoir rendre vacant de ce fait. Voilà, c'est triste. Basique, psychologie, ouais, non, on était pas mal, même en popularité. Ça avait passé le 70 à peu près partout. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Décevant, tant pis, c'est tout, c'est comme ça. On termine sur une très mauvaise note. Même si le show fait quand même un succès. Hein. Le show est un gros succès, 42 000 fans. Là-dessus, c'est pas mal du tout. Bon! Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh ben, on va faire le tour habituel, hein, déjà, regarder les sizes. Regardez-moi, le Southwest est passé à 69, alors qu'on n'a pas fait un show dans le Southwest. On est quand même à 69. Le Northwest est passé à 61. Au Japon, ils sont toujours tarés quant au 88. On n'a pas été au Japon ce mois-ci. Ça continue de monter, hein. Québec, Australie, Mexico. On les voit, les petites notes. Là, regardez le Québec, là, il y a beaucoup de notes à 40, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça c'est plaisant. Un tour sur le Creative Meeting qu'on voit à chaque fin d'épisode. Sex Hardcastle, toujours considéré comme le franchise player devant Steve Austin, Pillman, Christian Cage et Chris Benoit. Chris Benoit, toujours bien placé. Next Big Thing, Manami Toyota, Rey Mysterio, Jeff Hardy, Stevie Richards et Juventud Guerrera, ça ne bouge pas. Les Hot Prospects, il y a également Manami Toyota, Rey Mysterio, mais aussi Danny Inferno, Abyss, Stevie Richards. Alors Hot Prospects, si vous voulez la différence par rapport à Next Big Thing, ça peut devenir, tu vois, des gros main players. Hot Prospect, on parle plus de work rate. Talk the Talk, Steve Austin, meilleur talker devant Hardcastle, Pillman, Paul Heyman et Christian Cage, les showstoppers du ring, Sex Hardcastle, Rob Van Dam, Rey Mysterio Jr., Brian Pillman et Jeff Hardy. Je passe volontairement sur les généraux du ring parce que ça risque de vous spoiler un truc pour le prochain épisode. Who's Hot? Christian Cage. Les Pitbulls également, malgré leur défaite là, les Pitbulls ils sont hot, ils ont du momentum. Malenko et Rob Van Dam. Qui n'a pas de momentum? La Parka, Jerry Lynn, Brian Lee, Shane Helms et Steve Richards. Time Decline, bien entendu, toujours Bret Hart. Et dans les Hidden Gems, bien sûr qu'il y a CM Punk qu'on ne peut toujours pas recruter. J'ai recruté Jay Styles. Je vous l'ai pas dit, j'ai recruté Jay Styles, qui est en territoire de développement, évidemment. Il n'est pas encore prêt pour le main roster. Hein, Mais attention, il y a des arrivées qui vont probablement se faire là dans le main roster incessamment sous peu. Je ne dis rien. Voilà, je ne dis rien. Et je vous laisse là, en compagnie de cet épisode 63. Si vous a plu, bah dites-le nous, dites-le moi, là, les commentaires, etc. On fait péter tout ça. Et on se retrouve pour un épisode qui sera très très attendu. Le top 500 des catcheurs de l'année 99. J'ai très hâte. Moi j'ai de la chance, je vais aller le découvrir là maintenant. Haha. Pour vous, ça sera un prochain épisode. Qui sortira, je ne sais pas quand. On le découvrira. Des gros bisous à toutes et à tous. Et on reste fort. C'était Sturi. Ciao. Bye bye.